Des créateurs d'ici et d'ailleurs, écrivains, musiciens, cinéastes et plus encore, nous partagent leurs œuvres dans un esprit d'échange interculturel et de convivialité. Nous naviguerons à travers les imaginaires, au-delà des frontières et des différences. Bienvenue au podcast des idées et des ailes. Mon nom est Mourad Ben Zidane, votre animateur du podcast Des idées et des ailes pour échanger sur des sujets culturels d'ici et d'ailleurs. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Des idées et des ailes. Aujourd'hui, nous recevons un invité, auteur d'un premier livre qui nous emmène au cœur de la mémoire, de l'enfance, de l'exil et de la transmission. Donc, avant que j'oublie, hier encore, Farid Abbad nous remonte le temps de ses souvenirs et nous offre un récit profondément humain, intime, mais aussi habité par l'histoire d'un pays, de ses racines et de ses expériences de vie. Bonjour Farid. Bonjour. Je suis très heureux de te recevoir aujourd'hui. Je me permets de te tutoyer puisque nous nous connaissons depuis plus de 30 ans, il me semble. Avant d'entrer dans le vif de notre conversation, j'aimerais te présenter à notre auditoire. Avant d'entrer bien sûr dans le livre qui nous concerne aujourd'hui, j'aimerais te présenter en commençant par ta naissance en 1959 à Annaba, l'antique ville Hippone dans le nord-est de l'Algérie. Après des études en lettres arabes, tu poursuis une formation en bibliothéconomie à l'université d'Alger jusqu'en 1992. À ton arrivée à Montréal en 1998, tu entreprends une maîtrise en sciences de l'information à l'université de Montréal, diplôme que tu obtiens en 2001. En Algérie, tu as occupé plusieurs fonctions importantes, notamment enseignant à l'école de bibliothéconomie et à l'école de journalisme de 1991 à 1995. Par la suite, directeur de la bibliothèque universitaire des sciences et de la technologie Houari Boumediene de 1991 à 1995. Et au Québec, après ton immigration évidemment, tu as occupé des rôles marquants, responsable de la bibliothèque d'Aylmer à Gatineau, où tu as notamment participé à l'acquisition d'un nouveau système de gestion, et bibliothécaire de référence à la Bibliothèque et Archives nationales du Québec à Montréal depuis 2005 jusqu'à ce jour. Sur le portail de la Bibliothèque nationale, on peut lire ceci à ton sujet. Farid est animé par une passion pour le partage. Il apprécie particulièrement échanger avec le public. Sa curiosité le pousse à explorer plusieurs domaines aussi riches et variés que la santé, la cuisine, la mécanique et l'astronomie, qu'il aime mettre en valeur. Mais au-delà du parcours professionnel, il y a aussi l'homme, le lecteur, le passeur de mémoire et maintenant l'auteur. Farid, pour commencer simplement, qui es-tu au-delà de ce CV ? Mourad, je te remercie d'abord de me recevoir pour cette entrevue-là, qui va mettre en valeur un peu, si vous voulez, le contexte du livre. On va parler longtemps un peu pendant cette entrevue. Donc, je te remercie d'abord. Bienvenue, Farid. Qui c'est Farid? Farid, déjà, je porte dans le livre, vous allez voir, j'ai commencé par avoir 3 prénoms. Farid, Nabil et Noureddin. On oublie le Noureddin, il y a le Farid, il y a le Nabil. Le Nabil, c'est le prénom par lequel toute la famille m'appelle. La famille, c'est-à-dire la famille proche. Mes enfants, mes copains de quartier, mes amis, tout le monde m'appelle Nabil. Donc, quand ils vont chercher dans le catalogue de la grande bibliothèque, ils vont chercher Nabil ou bien en librairie. Peut-être qu'ils ne vont pas le trouver, mon livre. Par contre, Farid, c'est le nom officiel. Je raconte tout ça dans mon livre. Pourquoi est-ce qu'on m'a appelé Farid ou Nabil, ou pourquoi finalement je me retrouve avec deux prénoms. Donc, Farid, c'est qui? Farid, c'est le bibliothécaire. Farid, c'est quelqu'un qui s'est mélangé, donc qui a évolué dans le milieu du livre.
Et il y a eu différentes facettes depuis que j'ai commencé à suivre mes études à l'université d'Alger. J'ai baigné un peu dans ce monde du livre. J'ai commencé avec un certain monsieur Kaddesh, Mahfoud Kaddesh, qui est un historien reconnu algérien. Donc j'ai fait ma maîtrise avec lui aussi. Okay. Puis après ça, donc comme vous l'avez décrit, j'ai eu pas mal de contrats pour me faire, disons, un statut en Algérie. En fait, j'ai eu une première vie en Algérie. Une première vie dans laquelle j'avais fait mes études supérieures, j'avais mon profil de consultant, de directeur, d'enseignant. Et puis, j'ai évolué à travers différents milieux. Puis, comme tout le monde sait qu'on est passé par une période difficile, qu'on appelait la période sombre un peu d'Algérie, dans les années 90. Donc, j'ai dû quitter pour aller. D'ailleurs, ça me fait penser le monsieur de l'immigration, là, le consultant, quand je l'ai rencontré à Tunis. Il s'interrogeait, il me disait « Qu'est-ce que vous allez faire au Canada ? Dans un pays froid, dans un pays lointain ?» La phrase par laquelle je lui ai répondu, je lui ai dit « Écoutez, en Algérie, je suis rendu à un niveau de saturation où je veux continuer à évoluer, vu les conditions qu'on vivait. » Je lui ai dit, j'aimerais bien aller dans un pays qui va m'offrir les moyens d'aller encore plus loin pour servir l'humain. Et là, c'est ce que je fais présentement. Présentement, j'ai refait un peu mes études, j'ai refait mes études post-universitaires. Et puis, j'ai acquis une expérience très formatrice. Donc, ici au Québec, je suis venu avec ma conjointe, et puis Malik qui avait 4 ans, et Arides qui avait 4 mois. Puis il y a eu la naissance de Sabrina. Donc on était une petite famille qui arrive au Québec. Et ça va faire l'objet d'un deuxième titre, j'espère, qui va raconter cette épopée. 2 épopées, une en Algérie et une ici au Québec. Voilà grosso modo, et puis l'écriture... Pour revenir à l'écriture justement, ouais. À quel moment tu as senti qu'il y avait quelque chose à transmettre et que ce projet de livre... Quand est-ce que ça a commencé? Quand est-ce que c'est venu? Moi je dirais tout simplement... Dès qu'on atteint l'âge de 60 ans, on commence un peu à regarder en arrière. On regarde un peu les étapes par lesquelles on a cheminé. Mm-hmm. Et puis, ce projet, il est né disant, j'aimerais mettre... je patine un peu au début. Hein. C'est correct. C'est normal. Ouais, en fait, la genèse du projet, du livre, la genèse du avant livre. Que j'oublie, ouais. Hier encore. Ouais. En fait, comment que ça s'est passé? J'étais dans une fête d'un cousin. Et puis j'ai rencontré, d'ailleurs, Mourad, je l'ai rencontré ce jour-là à cette réception, mais aussi il y avait Katia. Katia, c'est une personne qui compte beaucoup dans mon livre. C'est Katia, elle est enseignante ici au Québec, et puis c'est une parente en même temps. Elle était présente le jour de cette fête-là, et une fois la fête finie, elle vient, elle me dit, Farid, parce que je lui en parle à chaque occasion que je la rencontrais, j'ai envie d'écrire un livre, j'ai envie d'écrire une histoire. C'était quoi le contenu et tout ça, je ne savais pas, je n'avais aucune idée, mais je voulais écrire quelque chose. Puis elle me dit, le moment est venu, je t'offre mon assistance si tu as envie d'embarquer dans ce projet. Katia Abdeladim, qui était partie prenante dès le départ, quelque part de l'idée originale, et puis bon, de susciter en toi cette vocation. Tout à fait. Et donc, on a pris rendez-vous, un premier rendez-vous.
je ne me rappelle plus, c'était où, parce qu'on a été dans des cafés, on a été dans des bibliothèques, on a été dans plein d'endroits où on se rencontrait peut-être une fois par mois. J'avais commencé, d'ailleurs j'ai ramené ici avec moi, elle me les a remis dernièrement, que j'avais... Les manuscrits? Des manuscrits que j'avais complètement oubliés. C'est comme ça que je prenais mes notes. Je les prenais à la mitaine, D'accord. je les lui remettais, elle les portait sur Google Doc, je pense, c'est un logiciel. À s'occuper de la saisie. C'est ça. Okay. Et puis on se partageait par la suite. On a continué à s'échanger à travers Google Doc et puis on se rencontrait pour faire le point sur des passages. Katia m'aidait beaucoup surtout à donner une structure au document parce que la première structure, j'avais un plan. Moi, l'idée première, je voulais faire de la généalogie. C'est-à-dire parler de la famille... D'une façon classique. Exact. De mes grands-parents, de la famille Abad et de la famille Boussaïd, qui est de mon grand-père. Mm-hmm. C'est de là où l'idée est partie. Je voulais laisser ça à mes enfants, aux générations qui s'en viennent, pour qu'ils se rappellent un peu d'où on vient, qui sommes-nous, etc. Et puis, donc, on a commencé... alors, le moment où je commence... l'autre déclencheur, l'autre élément déclencheur, c'est un matin, je me réveille à 5 heures du matin parce que c'est le moment idéal pour moi de retrouver tous ces souvenirs et ça commence à foisonner dans ma tête et les idées, elles se suivent les unes après les autres. Un jour, je me lève à 5 heures du matin. Je me dis, si jamais je commence à écrire ce livre-là, je vais le dédier à mon frère défunt, Saïd. Allah yarhamou. Il est décédé tragiquement suite à un accident de la route. C'est un pédiatre qui aimait beaucoup les enfants. Et j'avais un grand rapport avec lui. En fait, j'étais son grand frère. Chaque fois qu'il voulait entreprendre quelque chose, il me demandait mon conseil, même sa spécialité. Une fois, il devait partir, il devait faire de l'épidémiologie. Il m'a demandé qu'est-ce que tu en penses et tout ça, etc. On a parlé et tout. Et puis, il a changé d'idée comme je lui avais suggéré. Il a fait pédiatrie et puis il a ouvert un cabinet à Kbou. Il a soigné beaucoup de malades. Un jour, Saïd, c'était quelqu'un qui soignait ses malades de 7 heures du matin jusqu'à 7 heures du soir. La fin de semaine, il descendait, il prenait son auto, il descendait jusqu'à Alger pour s'enquérir de ses parents. Wow. Donc, il leur faisait tout ce genre de travaux, il leur achetait tout ça, etc. Et puis, il revenait à son cabinet. Et c'est suite à un de ses déplacements, il revient, c'était pendant la Coupe du Monde 2014. Il revenait, et puis il y a un camion qui lui est rentré dedans, et puis voilà. Ouais, alors, ce qui fait, je voulais lui rendre hommage, mais regardez la coïncidence, comment que ça se fait ce matin-là, à 5 heures du matin, je pense à lui pour lui dédier le livre. Regardez ce qui va se passer. À 8 heures, je vais aller à la cuisine prendre mon petit déjeuner, je chauffe le lait, tout ça, etc. Et puis, imaginez, j'ouvre mon cellulaire et c'est sa photo qui apparaît. Incroyable. Je vous jure, je n'ai fait aucune manipulation, c'est sa photo. Et là, bon, c'est comme ça que je l'ai dédié. De toute façon, tu lui rends un bel hommage dans les premières pages du livre. J'ai oublié de mentionner que je suis accompagné avec Lina, donc notre collaboratrice habituelle dans ce podcast. Bienvenue Lina. Merci. Merci pour ta participation. Merci beaucoup Mourad. Bonjour Farid, Nabil. J'écoute la conversation depuis tout à l'heure et vraiment c'est délectable. Et par rapport à ça justement, je me demandais à un moment à la page 11, tu dis bien sûr ce récit n'est rien d'exhaustif, la mémoire humaine sélectionne, filtre, déforme aussi parfois.
Et tout à l'heure, tu as mentionné justement la nécessité d'écrire ce livre pour tes enfants, pour les générations futures. Je me demandais comment, avec peut-être Katia, vous avez décidé qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on laisse, comment on fait ces choix-là éditoriaux quand on essaie de raconter une vie. Enfin, au début, on avait commencé j'ai commencé par faire un plan que j'ai soumis à Katia. Donc, initialement, comme je vous dis, je voulais parler de mes grands-parents parce que je voulais laisser une trace. Et ces deux grands-parents, disons, qui ont deux histoires différentes, mais très, très riches en événements. Donc, je voulais que mes enfants ou ma famille se retrouvent un peu dans cette histoire. C'est une très, très belle histoire. Vous allez voir par la suite, je parle de quelques titres de livres qui m'ont marqué dans mon cheminement et je les vois à travers ce livre-là. Mon grand-père, par exemple, paternel, c'était quelqu'un de très nanti, il avait des commerces et tout ça. Il a fait 3 fois la Mecque. À l'époque, pour aller à la Mecque, ce n'était pas aller en avion, c'était des voyages en bateau et tout ça, etc. Et puis c'était quelqu'un qui aidait beaucoup de monde. C'était quelqu'un qui avait beaucoup de respect, selon Nasser, mon cousin. Quand je lui ai parlé, je lui ai dit, je vais écrire ce livre-là. Que nous saluons d'ailleurs. Que nous saluons d'ailleurs. Nasser, bonjour. Puis il me disait, il avait aussi du respect pour les animaux. Son cheval, par exemple, il le montait que très rarement, quand il partait avec son cheval. Mon grand-père paternel aussi, j'anticipe un peu sur le contenu. Lui, c'est quelqu'un qui a immigré. Son père, en fait, était parti de... Les deux, ils sont originaires de la Kabylie, mais ils sont partis... lui, il a émigré à Annaba, son père. Donc, il a suivi son père. Et puis, rendu à Annaba, c'est là où il a fait ses preuves. Vous saviez, il avait un petit restaurant, il vendait de la loubia. C'est une recette que j'ai donnée dans le livre. Et cette loubia était très... Voilà, un plat national. Oui, un plat national. Ouais. Elle était très appréciée par des militaires américains qui venaient souvent dans son restaurant. Et pendant où ça a éclaté, les gens, ils retournaient en Kabylie parce que c'était la guerre et tout ça. Lui, il est resté téméraire. Il a continué à vendre sa loubia. Et de là, il s'est fait de l'argent. Et avec cet argent, il a construit une maison. Et cette maison, je raconte son histoire dans le livre. Je donne une métaphore par rapport à un titre d'un film qui est inspiré d'un roman d'un grand auteur algérien, Mohamed Dib. Et le livre, le feuilleton, en fait, ça s'appelle, le titre du livre, La Grande Maison. Ouais, on va revenir donc justement à ce passage, mais avant, j'aimerais dire que ton livre est traversé par une volonté très forte, celle de ne pas laisser certains souvenirs disparaître. Farid, peux-tu nous lire la page 10, le paragraphe qui commence avec le temps, s'il te plaît? Avec le temps, l'idée de rassembler dans un livre sous ces fragments de mémoire s'est imposée à moi. Ce projet d'écriture est devenu un besoin, une démarche presque thérapeutique. Il me permet de prendre du recul sur mon parcours, d'y discerner une cohérence et en fin de compte de mieux me comprendre, peut-être aussi de me sentir enfin compris par d'autres. Mais ce récit, au-delà d'un exercice personnel, est aussi une transmission. Il s'adresse à mes descendants, enfants et petits-enfants, qui un jour voudront en savoir plus sur leur histoire familiale. Il est une manière de leur dévoiler cette part de mon vécu qu'ils ignorent, de leur permettre de s'imprégner de leur héritage transgénérationnel et peut-être d'éclairer leur propre chemin. Car la vie file et le quotidien effréné nous empêche trop souvent d'aborder ces sujets en profondeur. On se réveille un matin, nos enfants sont devenus adultes, prêts à quitter le nid, et l'on réalise qu'ils nous connaissent si peu. Il n'est jamais trop tard pour leur raconter.
Merci. À travers ton récit, avant que j'oublie encore, on traverse l'enfance, la famille, les lieux, les deuils, les déplacements et tout ce qui façonne une vie. Tu remontes le fil de ta mémoire et tu nous entraînes dans un voyage entre l'intime et l'histoire. De ton enfance à Alger, à tes années d'études à Annaba, ville antique du nord-est d'Algérie, et à Alger également, jusqu'à ton arrivée au Canada, en qualité d'émigré. Tu racontes un parcours façonné par les bouleversements de l'Algérie contemporaine. Entre souvenirs d'enfance, racines kabyles, amitié, passion et exil, ton récit trace le portrait sensible d'un homme qui cherche à comprendre d'où il vient et ce que la mémoire transmet. Car parfois, écrire, c'est simplement une manière de ne pas oublier. Ma première vraie question, en fait, Farid, serait celle-ci. Euh, Est-ce que ce projet vivait en toi depuis longtemps, avant aujourd'hui? En fait, oui, quand on regarde d'où on vient et le chemin qu'on a traversé, on se dit, oui, on a quelque chose à raconter. Oui, il y a quelque chose à mettre en valeur et à remettre à jour. Ce projet-là, je le vivais pendant que parce que quand on est venu ici au Québec, c'était la course contre la montre. Il fallait refaire ses preuves. Le parcours typique d'un immigrant en famille, avec enfants, et puis, ouais. Tout à fait. Pendant ces moments-là, c'est sûr qu'on n'y pense pas. On est en train de chercher à se faire une place. Donc, pour un immigrant, effectivement, c'est pas facile. C'est pas facile, surtout si on a un vécu en Algérie où on a tout fait et puis on commence un peu à prendre plaisir à la vie et puis tout s'arrête. Là, on vient au Québec et on reprend à zéro. Donc, il faut faire ses repères, retrouver ses repères, refaire ses études, connaître le monde. Ça a été un grand, comment on dit, branle-bas de combat. D'accord? Donc, ce qui fait, ça a été un peu difficile de reprendre ici. Mais une fois qu'on est lancé, on ne réfléchit plus. On ne réfléchit plus, on passe d'expérience à expérience, jusqu'à un moment où je me sens un peu soulagé. C'est-à-dire après ce parcours, 30 ans, finalement, c'est la moitié de ma vie que j'ai passée ici au Québec. Donc, une moitié en Algérie, une moitié ici. Ici, je dis à mes collègues, aux Québécois que je fréquente dans mon milieu de travail ou avec mes voisins, on est des Québécois à part entière. C'est-à-dire, les premières années, oui, on est des immigrants, de nouveaux arrivants. Mais après, on n'est plus des nouveaux immigrants. Surtout, je dirais, après 5 années, le temps qu'il nous faut pour aller découvrir ce Québec qui est merveilleux. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait avec mes enfants quand ils étaient jeunes. On a parcouru le Québec. On a été dans les 4 coins du Québec. On a été jusqu'aux îles de la Madeleine. On a été en Nouvelle-Écosse. On a été un peu partout. Donc, je leur faisais profiter de toutes les périodes de vacances, malgré que les conditions étaient difficiles, mais on voulait... Vous savez, quand on sort de Montréal, parce que la majorité de Québécois, enfin des immigrants, quand ils arrivent, ils sont là. Il y en a quelques-uns qui restent juste à Montréal, mais juste sortir de Montréal, vous allez découvrir le vrai Québec. Et là, on a adoré ça. Par exemple, aux îles de la Madeleine, quand on restait avec les Médlinois, là, quand ils nous racontaient leurs histoires, des bateaux et tout ça, la pêche, comment est-ce qu'ils vivaient dans le temps, c'est fabuleux de rencontrer. D'ailleurs, j'en profite de l'occasion pour vous dire la richesse qu'on a ici au Québec et les moyens dont on dispose pour aller au-delà de nos souhaits. Parce que ici, on nous offre tous les moyens finalement. On a tous les moyens, sauf qu'il faut être très patient pour pouvoir... Donc, tu es en train de parfaire quelque part ton intégration au Québec en allant piocher des souvenirs et une généalogie lointaine. Tout à fait, tout à fait, tout à fait, parce que, comme je vous l'ai dit peut-être
dans un autre temps, je vais parler d'un deuxième titre de livre où je vais parler de ce vécu aussi. C'est aussi important ce que je veux dire, c'est que Ouais. tu nous tiens ici un discours d'un immigrant au Québec, au Canada, depuis son Algérie natale. Tu es ici depuis une trentaine d'années. Mais pour autant, ça n'empêche pas de parler de tes origines, de ton pays natal, de ta famille Mhm. et du vécu que ta famille, donc tes grands-parents, tes parents ont traversé, et également ce que tu as vécu aussi durant les dures années algériennes, des années 90 particulièrement. Oui, je reviens à la première question que vous m'aviez posée. Vous me disiez, c'est qui Farid? Effectivement, c'est ça, c'est un peu ça, hein. C'est ce cheminement dans deux vies différentes, complémentaires, je dirais, parce que, pour revenir à la fin du commentaire que vous venez de faire, c'est-à-dire, après toutes ces années-là, algériennes ou québécoises, ça a donné une maturité, ça a donné euh, l'idée d'écrire ce livre-là et puis de raconter. De raconter mon histoire, mais en fait, dans cette histoire-là, il y a beaucoup de volets. Je dirais, il y a de l'histoire, il y a de l'amour, il y a plein d'affaires qu'on retrouve et puis qui vont nous permettre de se poser la question de savoir d'où on vient et qu'est-ce qu'on a fait dans cette vie. Est-ce que ça pourrait servir à mes auditeurs, mes lecteurs? Je l'espère bien, parce que ce cheminement, vous savez, quand vous allez lire le livre, par exemple, quand je parle de mon enfance, de mon adolescence, de l'âge adulte, Mhm. chaque passage, chaque personnage, d'ailleurs Katia me reprochait à un certain moment, elle me disait, Farid, tu parles de beaucoup de monde. C'est ça. Il y a beaucoup de noms, il y a Beaucoup de noms, beaucoup de... Ouais. exact. Mais vous savez quoi? Chaque nom, si vous mettez le doigt dessus, c'est toute une histoire. Ça représente, c'est incroyable, que ce soit mes copains, mes parents, que ce soit la famille Abad, la famille de mon grand-père Boussaïd. C'est des histoires. D'ailleurs, le père Alina, qui est présent aujourd'hui, Et qui qui est en train parmi nous, parmi que nous nous, saluons. que nous Salut saluons. Samir. Euh, quand il a lu le bouquin, il m'a dit, Farid, j'ai envie de te faire un petit commentaire. Il me dit, ton livre, là, finalement, tu peux en faire une série. Une série où il y a des épisodes, plein d'affaires comme ça, où on pourrait monter. En fait, donc, Oui, effectivement, c'est que en lisant le livre, les passages que tu racontes, que ce soit en Kabylie, notamment par rapport donc à la vie de tes grands-parents, que ce soit à Alger, Alger des années 60, donc les premières années d'indépendance, et c'est beaucoup plus tes parents. Comment ouais, ils commencent donc à s'installer. On replonge dans cette époque des années 60, 60, 70. ouais. Et on arrive aux années 80 avec le quartier donc, où tu as passé le plus clair de ta jeunesse. Le quartier, c'était les Dunes. Certainement, il y a beaucoup de gens, beaucoup de monde qui vont nous écouter, donc que ce soit à Alger ou ailleurs dans le monde, vont se reconnaître dans ce que tu nous racontes de part, effectivement, les personnes qui ont vécu, qui t'ont côtoyé, des événements aussi auxquels tu étais associé. C'est riche en événements. Le titre en soi, avant que j'oublie, hier encore, il évoque à la fois l'urgence, la tendresse et la fragilité de la mémoire. Comment ce titre s'est-il imposé à toi? Là, je vais faire un petit parallèle avec une émission Sophie Durocher hier que j'écoutais à la radio Mhm. et qui avait invité Grégory Charles. Grégory Charles, c'est un Le musicien musicien. québécois qui a
un répertoire dans le domaine de la musique. Il a même Il est chef d'orchestre. chef d'orchestre. Et Mhm. puis, il a évolué Et dans des professeur. chorales. Ouais. Hier, j'ai appris même qu'il avait animé des soirées avec le roi d'Angleterre. Il a évoqué certaines anecdotes et tout ça. Mhm. Donc, c'est quelqu'un de vraiment très, très prospère. Mais ce qui m'a attiré un peu dans cette entrevue, il a parlé de ses parents. Ses parents qui étaient Alzheimer. D'ailleurs, son père n'est pas mort d'Alzheimer, mais il a été frappé par une déneigeuse. Donc mais ils étaient Alzheimer. Et il a parlé de la mémoire, l'importance de cette mémoire. Moi, j'ai utilisé ce titre-là, en fait, effectivement, parce que j'ai quelques parents, des oncles, qui ont été Alzheimer à la fin de leur jour. Ma grand-mère était Alzheimer, je me rappelle. Vous savez, les grand-mères chez nous, quand elles atteignent un certain âge, elles vont vivre chez leurs enfants à tour de rôle. Elles vont faire chaque mois ou 2 mois chez un de leurs enfants. Et puis c'est l'enfant, c'est le fils. Elle reste toujours la grande dame, même si elle est sénile. On prend soin d'eux, effectivement. Donc, ma grand-mère, vous savez, à la Cité des Dunes, quand mon père revenait de la pharmacie, enfin de son boulot, à midi pour son dîner, elle l'appelait, elle le ressentait. Nous, on habitait à un 9e étage. Elle appelle Mohamed. Déjà, elle sait qu'il est déjà en bas. Okay. Il y avait ce rapport-là. Mon père aussi était Alzheimer. Il est resté. D'ailleurs, je rends hommage à mon frère Kamal qui est resté avec lui pendant 3 ans. Il a quitté ça. Il était aidant naturel, mais à plein temps. Il dormait avec lui, il l'entretenait et tout ça. Puis il a perdu sa mémoire. Moi, je descendais de temps en temps en vacances. Quand j'arrive, il ne me reconnaissait pas. Mais je l'ai vu quand même dans ces derniers jours. Je sais qu'il a perdu sa mémoire. Mon père, je vais lui rendre un très grand hommage, même si à la fin, c'est à lui que je dois tout. C'était quelqu'un d'exceptionnel. Ah, mais Mohamed, oui, je me rappelle très bien de lui. Mohamed, ouais. Il était aimé de partout. D'une générosité extraordinaire. Au Dune, à Djenambrook, là où il travaillait, dans la grande famille, Ami Mohamed, vous savez, quand il rentre à la maison, il passe toujours, parce que lui, il travaille dans une pharmacie, il était le gérant de cette pharmacie. Je rends hommage aussi à mon copain pharmacien SML. Il allait faire des injections, mais sans nous le dire. Il ramenait des médicaments à pleine demande sans nous le dire. Donc, il était vraiment très, très... Et puis, la fin de sa vie, avant qu'il soit touché par l'Alzheimer, il a travaillé avec un ami avec lui dans le quartier. Il partait pour passer son temps. Il avait un petit pécule, mais une demi-journée juste pour... Parce que une fois qu'il a fini, qu'il a pris sa retraite, il a failli passer. Ce frère pédiatre, là, c'est lui qui l'a ressuscité. C'est lui qui lui a redonné vie quand il a arrêté de travailler. Après ça, donc, avec des fortifiants et tout ça, etc., il a repris ses forces. Il a continué à travailler. Il est très, très... non, il n'était pas malade. Il a perdu un peu le... C'est ça, parce qu'il a toute sa vie, il a travaillé. Ouais. Oui, il partait au boulot à 6 heures. Il avait du mal avec l'arrêt brutal d'activité à la prise de la retraite. C'est ça qu'on recommande aux gens, généralement. De rester actif. Voilà, de rester inactif. Donc, de continuer à faire autre chose pour continuer à... Et puis, donc, mon père était Alzheimer. J'avais 2 ans qui étaient Alzheimer. Je me suis dit, peut-être aussi, moi, par la génétique et tout ça, peut-être un jour, avec mes enfants, je ne pourrai plus me rappeler d'où je viens pour leur raconter à mes petits-enfants. Quand ils vont être à la maison, voilà comment je dis ça. C'est comme ça que je m'appelle. Je dis, je suis grand-père maintenant, présentement. Et voilà, la fille à ma fille, merci beaucoup. Tairis, elle s'appelle. C'est la première. Donc, c'est ça, quand je vais commencer à leur raconter, j'espère que Malik et Riles aussi auront des enfants. Et puis, qui va leur raconter cette histoire? Alors, je me suis dit, je vais écrire un livre. Et je vais leur raconter d'où on vient. Okay. Vous savez que les Berbères, les Kabyles, ont une histoire 3 fois millénaire, 3000 ans qu'ils existent en Afrique du Nord.
on n'a pas été juste colonisé par les Français pendant 130 ans ou par les Turcs depuis 1400 ou quelque chose comme ça. Mais on a existé de l'époque des Romains avec Yugurta, Massinissa, El Kahina, qui était une battante. Et puis, on a vécu avant l'arrivée de l'islam, avant l'arrivée des conquêtes arabes. Alors, ce qui fait... Moi, je parle berbère. Oui. Je continue à le parler. Mes parents, avant, quand on était jeunes, on nous emmenait en Kabylie, pour passer les vacances, les 2 mois de vacances. Ouais. Et c'est Ils là sont où... de très bons souvenirs. Ah mon Dieu, Oui, ça reste encore chaud dans ma mémoire. Quand je me rappelle ces moments-là où je rencontrais mes cousins, mes cousines, mes oncles, on était dans une seule maison. Il n'y avait pas de lumière, on passait 2 mois. Le luxe d'avoir une maison de campagne et d'en profiter l'été, c'était quelque chose. Extraordinaire. Et encore, comme je vous dis, mon grand-père, il a laissé une grande maison, celui de Sédéich. Et dans cette maison-là, elle a été occupée par les colons français. C'était leur quartier général. D'accord. Donc, à l'indépendance, en partant, ils l'ont fait miner. D'accord. Ils ont mis des mines, ils l'ont fait exploser. Et la ville de Cheminy, à laquelle on est rattaché, ils nous ont construit des chalets. Et c'est dans ces chalets-là où on partait passer nos vacances. Après les 4 ans qu'ils ont construit des maisons, elles sont très très belles. D'ailleurs, j'invite qui veut venir à un séjour en Kabylie. C'est gentil. On appelle ça la Suisse. Et tu racontes justement les rencontres entre la grande famille, les frères, les cousins, les tantes, et c'était des moments inoubliables. Incroyable. Particulièrement Zahra, je pense, non? Non, attendez. Non, c'est après. Fatima Zahra, c'est ma 2e mère de Annaba. Ah, de Annaba. Parce que moi, je suis né à Annaba. Oui, oui. ça. Voilà, c'est ça. Toi, tu bénéficies de l'Est, Ah oui, oui. Ouais, et à du Annaba, centre. à Annaba, je parle même leur langue. Enfin, pas leur langue. Le dialecte, la musique de Annaba, la musique andalouse, le malouf. Le malouf, c'est de Tlemcen. Par contre, Annaba, c'est Fergani. C'est la musique que j'adore écouter. Quand je me raconte, j'ai une des tantes qui s'appelle Jahida, c'est la plus jeune. Elle m'emmenait à Seraïdi. Seraïdi, ça, j'en ai pas parlé dans le livre. Parce que, comme je vous dis, il y a beaucoup de choses que je n'ai pas racontées. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, Hamdi Bennani, un illustre musicien et chanteur de Annaba, est originaire justement de l'Arban Thirathan. Ah oui, de Kabylie. Okay. Ouais, donc, tout comme toi, c'est des gens qui ont fait enfin, c'était pas un long voyage, mais des migrations internes. Hadj Mohamed Al-Anqa, c'est un berbère. Ben, évidemment. C'est un kabyle. La plupart des chanteurs, comment il s'appelle, Yarraïh. Rachid Taha. Pas Rachid Taha. Non, Dahman al-Harashi. Que nous évoquons souvent dans ce podcast. Oui. Voilà, on l'écoutait dans la voiture en arrivant. Il est d'origine berbère, effectivement. Beaucoup de chanteurs chabi algériens. Parce qu'en fait, oui. Donc, juste pour revenir à Annaba. Donc, on était à Annaba et c'était aussi un lieu que tu as connu et dans lequel tu as vécu. Il y a aussi le passage du bac à un moment donné. Donc, tu pars à Annaba, tu quittes Alger pour aller préparer ton bac lettres. Je te remercie de me parler de ce bac lettres. Effectivement, le baccalauréat en Algérie, vous savez quoi? C'est un défi pour tous. C'est l'équivalent du secondaire terminé en quelque sorte. Hein? C'est ça. Terminé, mais il faut passer un examen final. C'est ça, un examen crucial. Et avant, on annonçait les résultats à la radio. Et passer ce bac-là, pour nous autres, si on ne l'a pas, c'est un échec. Celui qui a son bac, c'est comme si vous avez atteint la Lune. C'est vraiment un passage, un examen très important. Moi, je l'ai dû le repasser 3 fois. D'ailleurs, ça répond un peu à la première question qui est tue. Moi, je suis très différent. Je suis le mouton noir dans ma famille. Je suis au milieu de ma fratrie. Je suis juste au milieu. Ni parmi les aînés, ni parmi les plus jeunes. Et ma mère me disait, j'utilise cette expression en berbère, « El mes ou mes ». Et quand je lui répète ça, elle me dit... Pour nos amis francophones. Oui, c'est-à-dire celui du milieu n'a pas de maman.
Oui. Voilà. Mais Et c'est il y a pas une vrai. rime en berbère qui Ouais, est particulière. ouais. Ok. Mais ma mère, quand je suis né, elle avait espéré avoir une fille. D'ailleurs, je regrette de ne pas avoir cette photo là où je suis avec des cheveux longs jusque-là. Elle m'a préparé des vêtements pour filles et tout ça, mais malheureusement, parce qu'elle n'a eu que des garçons. Mm. Et quand moi je suis né, bon, après elle a espéré encore. Et c'est à l'avant-dernier, c'est une fille, c'est ma sœur Wahiba, d'ailleurs que je salue, qui est notre deuxième maman. La seule fille dans une fratrie de 9 qui ne dormait pas le soir jusqu'à 1h, 2h, 3h du matin, avant d'avoir fini à faire un gâteau, avant d'avoir repassé le linge, avant d'avoir fait la cuisine. Vous savez, les filles aux dunes, hein, la cité de dunes, Mhm. elles ne sortent pas comme les garçons. Ouais, Elles restent chez elles, elles aident souvent leur maman. ouais, Maintenant, c'est une autre histoire. ouais. Les filles, maintenant... Un modèle social plutôt conservateur des Voilà. années Ouais. 70-80. Et aujourd'hui, la dynamique a un peu changé, mais bon, c'est pas le lieu et Non. la place pour en parler. Ce sera un autre Elle est débat. plus autonome, elle est Ouais. plus émancipée, elle sort, elle fait des choses et tout ça, etc. Et puis, donc, c'est ça, ma sœur nous a beaucoup aidés. Et puis, je la remercie d'ailleurs. Elle a fait des études en bibliothéconomie aussi. Aussi. Et c'est la seule de ma fratrie qui est partie vivre en France. D'accord. Mais je me rappelle, si je peux me permettre, dans le livre, à un moment, je pense que tu dis que après ton bac, quand tu l'as finalement eu, tu sais que c'était la joie et vraiment tout le monde était content. Oui, c'est ça. Que les choix de carrière qui t'intéressaient, enfin les thèmes, c'était la psychologie et l'économie, en plus la bibliothéconomie, et que tu as fait ton choix basé sur la langue. Donc en fait, tu voulais pas étudier en arabe. Mon Et Dieu. je me demandais J'ai oublié pourquoi. ça. Oui, je me demandais pourquoi la langue Alors, avait ouais. une telle importance. Écoutez, d'abord, avant d'avoir mon bac, d'ailleurs, à la maison, on m'appelait l'homme concours. J'ai passé plein d'examens Ouais. pour faire technicien en infirmerie, en informatique, et j'en passe. Et puis à la fin, finalement, j'ai commencé à faire une formation de comptable principal d'État Oui. à Benaknoun. Et puis, suite à la fin de l'année, j'ai repassé mon bac en candidat libre. C'est là où je l'ai eu. Quand je suis arrivé merci. Quand je suis arrivé à la fac centrale, il fallait que je fasse un choix. Là, c'est retour sur Alger. Retour sur Alger Mhm, et retour à l'université. Donc, c'est là où je commence mes études universitaires. mhm. Toutes les filières étaient arabisées. Malgré que j'avais un bac en arabe, je voulais continuer dans la langue de Molière. Mhm, Mais d'ailleurs, maintenant, la langue de Molière est partie. Hein. mhm. Maintenant, c'est l'anglais. Ils on essaient est de passé- faire un tournant vers C'est plutôt l'anglais qui est à la mode. Ouais. Ouais. Oui. Mhm. Donc, je voulais faire mes études en français. En Algérie, hein, on La parle. seule filière qui reste, je voulais faire de la psychologie parce que quand je vais vous parler tout à l'heure de la bibliothéconomie, je vais vous dire pourquoi est-ce que j'aime ce métier. La bibliothéconomie, c'était la seule filière qui est restée en francisé. Voilà. Alors, c'était à la fac centrale. Et là, j'ai pas été en sciences économiques parce que j'avais des connaissances quand même en économie. Psychologie, tout a été arabisé. J'aurais aimé faire de la psychologie comme mon frère Kemal, lui qui était orthophoniste, mais malheureusement, donc, j'embarque dans cette filière. Mais pourquoi la langue a cette telle importance-là? Pourquoi est-ce que c'était si important d'étudier en français et pas en arabe? Ben, je ne sais pas, je ne pourrais pas vous l'expliquer. L'intérêt n'y était pas et la tendance de l'époque. Vous savez, la langue arabe, Mhm. quand j'ai fait mon bac, d'ailleurs j'en parle de certains passages, de certains shu'ara, hein, Mhm. Bah oui. shu'ara al-mahjar, Que tu as étudié à Annaba. Exact, Mhm. les poètes de la période du début du siècle, quand les Libanais sont partis aux États-Unis s'installer, et puis à Cuba et tout ça. Et ils ont gardé des shu'ara, on les appelle des shu'ara al-mahjar, qui m'ont beaucoup marqué parce Poètes de l'immigration. de l'immigration, exactement. Puis, c'est vrai que c'est très riche dans la langue arabe, toute cette culture-là qui est vraiment... elle nous a appris des choses, mais beaucoup de choses.
Mais moi, je reste toujours rattaché à ce français-là que, là, je trouve un peu, ça me permet de comprendre un peu, hein, en écrivant ou en parlant, on retrouve un peu des réponses à nos questions. La France nous a colonisés pendant 130 ans. Donc nous, on a hérité de cette culture. Je suis né en 1959, l'Algérie a pris son indépendance en 62. Donc nous, écoutez, je me rappelle encore de ma prof de français au primaire, Madame Boissière, que je me rappelle au primaire, première année. Une Française. D'origine, oui. Oui, qui nous donnait ses bons points quand on restait sage, et puis qui vous a fait aimer la langue, et les auteurs qui justement, dans le temps, c'était cela. C'est ça. Donc on a hérité. Les Lumières, des auteurs français. Ah oui, beaucoup. Jean-Jacques Rousseau, Voltaire, Montesquieu. Voilà, ça c'est des classiques, classiques de la littérature. Et puis mes frères, encore plus. Et moi, devant eux, je vous dis sincèrement, mes connaissances elles sont très limitées. Eux, ils ont vraiment vécu toute cette culture, cette transmission. Donc, la fratrie, donc voilà, c'est un brin de réponse, si je peux me permettre. La fratrie, déjà, donc les aînés, ils avaient cet intérêt pour cette langue, pour cette culture. Et on baignait là-dedans, en quelque sorte. Les références culturelles, on était exposés donc, à cette littérature. Il y avait des livres, il y avait des discussions, et puis on était branché un peu sur l'école française de la métropole de Paris. C'était ça l'époque, et puis ça a déjà répondu aux préoccupations du mouvement national pour la libération de l'Algérie. Et il y avait une distinction. Donc certes, la France a été le colonisateur, mais la France aussi, parmi les Français, il y avait des gens qui ont aidé de par leur argent, qui ont sacrifié leur vie pour que l'Algérie soit indépendante. Absolument. Et nous faisons la différence. Donc, absolument, la part des choses. Et certes, c'est la langue du colon, mais c'est aussi la langue des Lumières, c'est la langue des humanités, une langue universelle, somme toute, que Algériens et Maghrébins, d'une façon générale, en tant que Méditerranéens, nous l'avons adoptée. Effectivement, au jour d'aujourd'hui, en Algérie, la donne a changé. L'intérêt semble aller beaucoup plus vers la langue de Shakespeare. Mais n'empêche que cette langue, cette francophonie internationale est toujours d'actualité, d'où ton intérêt. Absolument. Jusqu'à aujourd'hui pour nous offrir ce beau livre. Alors, si je peux me permettre, pardon Mourad, juste pour rebondir sur ça, puisque tout à l'heure tu parlais du Québec aussi, je trouve que la langue c'est intéressant comme sujet, puisque, bon, comme on le sait aussi, c'est un sujet de société, c'est un débat qui revient très souvent, là tout récemment avec Air Canada, le fait que le PDG ait prononcé ses condoléances suite à l'accident à LaGuardia uniquement en anglais, ça a suscité aussi la mobilisation sociale par rapport à l'importance de parler dans deux langues. Donc on associe beaucoup la langue à la culture. Et effectivement, en ayant parlé à d'autres personnes qui ont, par exemple ma mère, bon, je pense qu'elle est un peu plus jeune que toi, mais qui a aussi eu ce rapport à la langue. Ma grand-mère qui était prof de mathématiques, l'arabisation, je pense, est venue c'était imposé d'une manière très dichotomique, très radicale. Du jour au lendemain, tout est en anglais, les mathématiques, ma grand-mère qui m'écrivait même les fonctions X, il fallait qu'on l'écrive de l'autre côté, puisque en français on écrit, voilà, exactement, c'est le sens inverse d'écriture. Donc je me posais la question, est-ce que c'était une réaction à cette imposition qui a été, peut-être que tu as vécu de manière assez frontale ou assez oppressante, ou au contraire, donc est-ce que c'était plus un rejet de la langue arabe ou ce mélange-là de cette volonté de réfléchir dans deux langues, puisque c'était un peu... c'est un peu la chance que tu as. Oui. En fait, moi, je parle... Quand j'ai écrit ce livre-là, je voulais lancer un projecteur sur une période, sur une époque. Oui, c'est ça. Je parle de cette époque-là, des années, je dirais, depuis que je suis né, par exemple, les années 60 jusqu'aux années... début des années... Je suis venu ici en 97. Fin des années 90. 90. Moi, je donne une image sur une époque, mais vous savez ce que ça suscite comme commentaire, comme réflexion.
autour de ces langues-là, Oui. moi, je préfère laisser ça aux linguistes, aux Je sociologues, comprends. parce que c'est un peu plus compliqué Je que ça. comprends. Oui. D'ailleurs, il y a un concept que j'aimerais introduire dans cet échange-là, Oui. que j'ai mis en valeur à la Grande Bibliothèque, c'est le concept de littératie. Oui. D'ailleurs, quand je pose cette question à pas mal de compatriotes, ils restent bouche bée. Et c'est un concept qui est nouveau depuis le début des années 70. Littératie, ce n'est pas comme en anglais, literacy, c'est-à-dire littérature. Mais la littératie, par rapport, comment est-ce que je l'explique, par rapport à l'analphabétisme. Un analphabète, c'est quelqu'un qui ne sait pas lire et écrire, c'est clair. D'ailleurs, au Québec, il y en a 49% de la population qui est analphabète. En Algérie, peut-être un peu plus. Mais la littératie, on l'a classée en 3 niveaux. Il y a le niveau 1, le niveau 2, le niveau 3. Le niveau 1, en fait, la littératie, c'est quoi? C'est avoir les connaissances et les compétences pour comprendre un concept. Oui. C'est ça la différence entre... Parce que, je vais vous donner un exemple. À la Grande Bibliothèque, par exemple, il y a des usagers qui viennent. Je veux avoir toute la documentation sur la cataracte. Je vais leur sortir toutes sortes d'articles, de livres, d'encyclopédies, de schémas. Pour leur expliquer, ils vont tourner les affaires, les documents, mais ils ne vont rien comprendre parce qu'ils n'ont pas le bagage, les compétences et les connaissances. Donc, dans nos programmes, nous, d'animation à la Grande Bibliothèque et ici à Montréal, dans les hôpitaux, un peu partout, on essaie de, si vous voulez, éduquer le monde, c'est-à-dire augmenter leur niveau de compétences et de connaissances. Donc, au Québec, 39% de la population a ce niveau-là 1. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de monde qui lisent mais qui ne comprennent pas. Donc, la littératie en Algérie, j'aurais aimé la faire connaître aussi pour faire augmenter. Parce qu'en Algérie, quand vous allez lire dans le bouquin, nous, le colonialisme français, il nous a ramené quelque chose. Moi, je me rappelle dans les années 70, les séries télévisées, les livres qu'on lisait, les bandes dessinées, tout ça, tout venait de France. Ouais. Donc, on nous a permis d'avoir ces connaissances. Mais là, dans l'état actuel des choses, je ne sais pas ce que c'est. Ouais. Où est-ce qu'on est rendu? Farid, j'aimerais revenir donc au sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Dans ton univers, certaines œuvres semblent avoir laissé une empreinte profonde. Tu évoques des récits de survie, des quêtes spirituelles, des réflexions sur l'humanité, des luttes historiques et des musiques envoûtantes. Autant d'œuvres qui t'ont nourri, marqué et accompagné. Parmi celles-ci, je cite Siddhartha de Hermann Hesse, Papillon d'Henri Charrière, Sapiens, une brève histoire d'humanité de Yuval Noah Harari. En matière de cinématographie, bien sûr, La bataille d'Alger de Gillo Pontecorvo. En musique, tu fais référence à The Wall de Pink Floyd et Kenza de Matob Lounès, le chanteur de la musique berbère algérienne. Que révèlent ces références que je viens de citer, ces références culturelles dans ton univers intérieur? Écoutez, dans les années 70, là où j'ai grandi, dans les quartiers d'Alger, Hydra, c'est là où j'ai évolué, j'ai passé ma jeune enfance. Je garde de très bons souvenirs de ces moments-là, même si j'avais encore 7 ans, 8 ans. Je me rappelle du premier livre que j'avais lu d'Henri Charrière, Papillon. Papillon, c'est l'histoire d'un bagnard qui a été emprisonné... Français, mais qui a été emprisonné... à Cayenne. À Cayenne, exactement. L'île de Cayenne. L'île de Cayenne, elle est entourée de requins et tout ça, tu ne peux pas t'enfuir. Mais dans ce livre, il y a plein d'épisodes, parce que ce n'est pas une fois qu'il va essayer de s'enfuir, mais il a été condamné à tort, hein, c'est-à-dire il n'a pas été
à l'origine d'un crime ou un truc comme ça. Donc, il a été emprisonné. Et puis, de sang. c'est une grosse brique comme ça. J'ai plongé dedans et puis ils en ont fait des films par la suite. Donc, je le recommande beaucoup, tout souvent à des usagers qui veulent s'en sortir. Voilà. Il y a plein de leçons de vie parce que ça a tout. Nous, on aime bien l'action, on aime bien ces histoires-là. Siddhartha, je le recommande toujours aussi ici à la grande bibliothèque à des usagers qui veulent lire quelque chose de spirituel. Siddhartha, lui, c'est le petit Bouddha. Quand il était jeune, vous savez, on le mettait en prison. Et de ce que je me rappelle, parce que là, la mémoire des fois... Ça, c'est l'histoire originale de Bouddha Non, ce n'est pas l'histoire, mais elle ressemble. Elle ressemble. Ça se passe en Inde. C'est ça. Okay. C'est un jeune qui va faire de la... En fait, il va contrarier ses parents. Il ne va pas faire ce que ses parents lui demandent de faire. C'est-à-dire les lois du village et tout ça. Il veut aller au-delà de tout ça. D'accord. Et puis, donc, on va le mettre en prison. Et de la prison, le lendemain, il va leur dire « J'étais dans tel quartier, j'ai vu telle personne ». Avec la force de son esprit, il réussissait à sortir et à voyager. Donc, il y avait cette force spirituelle que je me suis inspiré pour, disons, schématiser ou donner un exemple de cheminement qu'on peut faire pour essayer de faire de l'introspection, parce que quand on écrit, on cherche à trouver des réponses un peu qu'on se pose à soi-même, qui vont nous aider ou qui nous ont aidés dans notre cheminement. Sapiens, c'est un ouvrage récent, que ça fait pas longtemps, mais lui, il retrace l'histoire de l'humanité depuis le début. Il est aussi en bande dessinée, donc quelqu'un qui n'aime pas trop lire. À travers la bande dessinée, c'est plus facile. Donc, il va comprendre un peu le cheminement. Ça, c'est Yuval Noah Harari, l'auteur israélien. Ouais. J'évoque le titre du film de la bataille d'Alger qui a été tourné en 1967 par un réalisateur italien, Gillo Pontecorvo. Lui, il va nous mettre dans le feu de l'action. La bataille d'Alger, comment est-ce qu'on rend hommage à nos anciens qui ont fait la révolution algérienne. Et puis, ils ont battu, ils ont donné, on dit qu'il y a eu 1,5 million de victimes. Enfin, je ne sais pas comment expliquer ça, je laisse les historiens parler de ça, parce qu'on continue encore à écrire l'histoire d'Algérie. On ne l'a pas encore écrite. J'ai des copains ici à Montréal qui sont en train de chercher des archives, de chercher vraiment, parce qu'il reste encore des choses à révéler. Mais le film en soi est une œuvre. C'est pratiquement le meilleur film qui a été consacré à la révolution algérienne, et d'autant plus que c'est un film qui a été tourné en noir et blanc. Exactement. D'après un scénario de l'un des auteurs de la bataille d'Alger, en l'occurrence Youssef Chadi. Exactement. Je fais un petit parallèle avec le film d'Albert Camus dernièrement tourné au cinéma qui est en noir et blanc aussi, sur l'étranger. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Tu as été voir? Ben oui, moi tout ce qui parle d'Algérie, on y va. L'étranger de Camus, on en a déjà parlé dans ce podcast. Il en fait en noir et blanc aussi pour reprendre un peu le... Puis je parle en matière de... Vous savez, The Wall de Pink Floyd. Pink Floyd avait un problème personnel à lui-même. Il était enfermé chez lui, il ne sortait pas et tout ça. Là, c'est David Gilmour. Voilà. Okay. Vous connaissez peut-être mieux que l'anglais. Mais cette musique, elle est envoûtante. Quand vous allez... C'est des instruments de musique. Et puis, c'est une musique qui lente, ça change d'un instrument à l'autre. Donc, quand on l'écoute, c'est comme... Hier, quand je relisais des passages de mon bouquin, moi, il y a une musique que j'adore mettre quand je suis seul, c'est la musique Delta. Je ne sais pas si vous la connaissez. Non. C'est une musique qui vous accompagne. Ah oui, des ondes, non? Des ondes, voilà. Oui. Elle relaxe un peu vos ménages. Oui. Et puis c'est planant. Ouais, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de truc et tout ça. Donc Pink Floyd, c'est ça un peu. C'est une musique... Et puis le mur que les gens finissent par... Voilà, de briser. Breaking the wall, voilà. Et puis vous avez Matubness. Voilà. Vous savez, à chaque fois... Moi, je marche beaucoup à Montréal.
après mon souper, je fais toujours une marche d'une demi-heure à 1 heure. Et quand je marche, je mets mes écouteurs et j'écoute ces deux musiques. Celle de Mato Blunas, même à répétition, parce qu'il y a de la profondeur dans sa musique. J'écoute Aït Mengulet, qui est aussi en berbère, Haj Mohamed Al-Aqa et quelques autres. Mais ça tourne toujours autour de ces musiques. Et pourtant, je suis au Québec, mais ça me permet de m'évader, de régler la marche, ça vous fait beaucoup de bien. Oui. Voilà. En tout cas, je comprends que ces auteurs t'ont un peu, je dirais pas conditionné, mais inspiré dans l'écriture de ton livre. Oui, mais il y a aussi, j'aimerais évoquer Ibn Battuta. Ibn Battuta. Ibn Battuta, c'est le Marco Polo arabe qui a marché presque 120 000 kilomètres. Il a traversé des contrées. Et Ibn Battuta, donc, c'est un voyageur. Moi, en fait, je me vois un peu dans ce Ibn Battuta parce que moi aussi, en Algérie, j'ai voyagé. Parmi mes frères, j'étais à Alger, je suis parti à Annaba, et puis je suis revenu à Alger. Et là, j'ai fait quelques voyages en France, et puis direction le Québec. Là, je me suis. L'Amérique du Nord. Je suis parti en Amérique du Nord. Donc, je deviens un grand voyageur. Un voyageur. Donc, Marco Polo m'a inspiré dans ses voyages. Il avait deux gros tomes comme ça. Il y a, par exemple, la série, si vous vous rappelez, comment on appelle ça? Racine. Ulysse. Ulysse, ok. Oui. Racine, c'est une très très belle série télévisée. D'Alex Haley. Voilà, sur l'esclavagisme, quand ils ont commencé à prendre un peu leur indépendance, comment est-ce qu'ils vivaient un peu. Mais l'épopée d'Ulysse, l'Odyssée de Ulysse. Oui. Et il y a beaucoup de leçons dans ces écrits d'Ulysse. Et puis, vous connaissez un peu, si vous voulez, la métaphore d'Ulysse quand il va passer devant une île et il va leur dire de mettre à son équipage, parce qu'ils vont rencontrer des sirènes. Parce qu'il y a une métaphore, enfin, il y a une phrase qu'on utilise souvent dans la littérature. Et j'essaie de retrouver cette métaphore. Il va leur dire, donc on va trouver des sirènes, alors donc mettez vos casques, n'enlevez pas vos casques jusqu'à ce qu'on quitte l'île, parce qu'ils voulaient s'approvisionner en nourriture et tout ça. Mais pour malheureusement... pas être emboutés. Exact. C'est ça, pour pas qu'ils soient emboutés. Voilà, et puis... mais il y avait trop de laissants avec sa femme qui était Pénélope, je pense. Oui, je pense que Ulysse c'est Pénélope. Mais c'est pas aussi lui qui est monté les 12 travaux. Non, c'est Hercule, les 12 travaux. Ouais. Donc, il y avait toutes ces histoires-là. Mythologie grecque. La mythologie. Et la mythologie grecque, ça reste encore vivant en moi parce qu'il y a beaucoup de leçons à apprendre. Comme par exemple, quand j'ai fait mes cours de philosophie, on avait un prof, d'ailleurs j'en parle dans le livre, c'est lui qui m'a appris ce que c'est le philosophe. Donc, je ne pourrais pas vous le raconter ici parce que ça va prendre un peu plus de temps. Mais la philosophie, ça fait partie de moi. D'ailleurs, dans mon métier, au lieu que je sois psychologue pour écouter des malades, des personnes, on est tous malades, quelque part, au lieu d'écouter des patients, moi j'écoute des usagers à la grande bibliothèque, là où je fais mon métier depuis 20 ans. C'est passionnant parce que chaque jour vous apprenez avec ces usagers-là. Quel que soit leur âge, quelle que soit leur culture, le niveau intellectuel. Nous, on a des outils comme bibliothécaire. Donc, quel que soit l'usager qui se présente, on peut lui trouver des réponses. D'ailleurs, il me semble que vous employez le terme prescription. Prescription. Il me semble, pour recommander des lectures. Ouais. Comme Dany Laferrière, d'ailleurs, qui disait ça. Non, mais ça existe, la bibliothérapie. La bibliothérapie, il y a des médecins qui recommandent des titres de livres à leurs patients pour guérir. Moi, je ne connais pas bien, mais je sais que ça existe. Mais il y a un poème de Dany Laferrière, c'est justement un traitement, et c'est de lire un poème le matin, de le relire 2 fois durant la journée, d'aller marcher en l'écoutant. Comme un médicament. Oui, comme un médicament, exactement. Donc c'est un peu la philosophie de... Je me rappelle quand j'ai passé mon examen d'entrée à l'EPSI, l'École
l'école de bibliothécologie de sciences de l'information, nous a fait un test. Ça, c'est à Lyon, si je ne me trompe pas. Non, ici à Montréal, à l'UDM, pour rentrer, D'accord. il fallait passer un test d'anglais. Et puis, il y avait ce texte-là. C'est quoi l'histoire? C'est qui un bibliothécaire? Mhm. Et on le compare à un médecin. Ah ben voilà. Voilà, donc ce qui fait... il fallait expliquer un peu pour voir un peu votre perception, comment est-ce que vous... Votre philosophie de travail, en fait. Exactement. Donc, nous, on est des médecins de l'information. Oui. C'est-à-dire, on aide les gens à trouver, quels que soient leurs besoins, des ressources, peu importe leur support. Et ça me ramène à vous dire que le livre, vous me disiez tout à l'heure, c'est quoi le livre? Le livre, c'est ce médium-là qui nous permet de voyager, de connaître, d'apprendre. Quand on dit le livre, ce n'est pas juste le livre imprimé, ça peut être une bande dessinée, ça peut être un journal, un microfilm, même un livre audio aussi. Mais il va vous transporter à travers le temps et l'espace. Et comme pour revenir au début de l'entrevue, tu disais justement que c'était thérapeutique d'écrire le livre. Donc autant le lire que l'écrire, ça peut être un acte de thérapeutique. Absolument. Ton livre, Farid, soulève plusieurs thèmes puissants. La mémoire, l'enfance, la fraternité, la camaraderie, l'exil, l'identité, la résilience et la transmission. Peux-tu nous faire la lecture du paragraphe en page 97, s'il te plaît? À partir mon grand-père possédait. Ouais. Mon grand-père possédait une demeure qui m'évoque celle décrite dans le roman de Mohammed Dib, La Grande Maison, appelée Dar Sbetar en arabe algérien. Une maison immense et grouillante de monde, comme il s'en trouve dans tant de villes algériennes, où la faim, la panique, la générosité, la gentillesse, le bonheur tisse le drame quotidien de ces existences. La série du même nom, adaptation télévisuelle réalisée par Mustapha Badi en 1974, illustre parfaitement l'ambiance particulière qui régnait dans ces maisons héritées de la période ottomane. L'histoire raconte la vie d'une famille nombreuse et très pauvre, dont le héros est un petit garçon d'une dizaine d'années qui ne mange pas tous les jours à sa faim. Omar et sa famille vivent dans une petite chambre à Dar Sbetar, une maison collective où s'entassent plusieurs familles qui partagent la cour, la cuisine et les toilettes. Aïni, la mère, se tue au travail pour faire vivre sa famille. Mais l'argent qu'elle gagne ne suffit même pas à acheter le pain. Cette histoire reflète la réalité de la grande majorité des familles pendant et après la guerre de libération. Les anciens se souviennent encore. Bien qu'une grande partie des Algériens ait connu des jours meilleurs après l'indépendance, d'autres demeurent dans cette misère en 2025. Très inspirant. Donc là, c'est une page d'histoire de l'Algérie durant la colonisation française. Oui. Tout au début du mouvement national, pratiquement. Donc ça, c'était un peu avant le déclenchement. Je dirais avant même le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. Ouais. Parce qu'à un moment donné, il y a le petit Omar qui vient, il y a une séquence, il y a une scène où il vient annoncer la guerre s'est déclenchée. Ça, Voilà. c'est en 1939, il me semble, 39-45. La Deuxième Guerre mondiale. Deuxième Guerre mondiale, ouais. Et donc, dans le roman de Mohammed Dib, donc la Grande Maison, il fait référence à un penseur, à un intellectuel qui est là pour rappeler que il y a un esprit de contestation, donc de révolte qui était en gestation, et à un moment donné, donc, il va se déclencher. Est-ce que tu aimerais ajouter quelque chose? Oui, moi, parce que je fais un parallèle aussi avec la maison de mon grand-père. Ok. C'est ça, je raconte, Oui. C'est un pan d'histoire de la guerre d'Algérie, mais aussi mon grand-père a vécu cette période. Et il avait cette grande maison où j'ai vécu. Moi, j'ai été là-bas. C'est là-bas où je suis né.
dans cette grande maison où je vois encore ma grand-mère avec ses cheveux, avec du henné, assise à la Tu veux dire terrasse. une maison typique qui rappelle Tout à celle la même. de ce roman de Mohamed Vraiment. Badi. Ok. Vraiment. Et quand les hommes rentrent, ils font Oui, pour que les femmes se retirent et que les messieurs passent. ouais. Mais mon grand-père, il a offert cette maison à des personnes qui n'avaient pas les moyens de se payer un logement. Donc, il leur offrait un refuge, pas un refuge, mais L'hébergement. L'hébergement, voilà. Oui. Et puis, je voyais cette petite vie là dans cette maison, où ça me fait vraiment penser à cette vie-là que Mohamed Badi raconte dans ce feuilleton-là. Que d'ailleurs que je recommande à beaucoup de monde s'ils veulent revoir ça, et c'est très intense. Juste pour rectifier, au fait, on parle du cinéaste Mustafa Badir, auteur de la série Incendie, Al-Hariq en algérien, et de Mohamed Dib, donc l'écrivain qui a écrit La Grande Maison et duquel s'est inspiré le cinéaste. Exactement. Donc voilà, ça c'est au bénéfice de nos auditeurs et auditrices. Farid, tu voulais préciser un point. À propos de la maison de Al-Hariq, ça me fait penser, en fait, c'est l'histoire de mon grand-père qui a vécu pendant cette période, la même période, celle que Al-Hariq a été évoquée. Et puis, mon grand-père, c'est ça, il avait un resto où il vendait cette loubia-là, la fameuse loubia, avec de la cannelle et tout ça, etc. Et puis, ses compatriotes sont tous repartis au bled parce que c'était la guerre. Lui, il est resté là-bas, il a fait de l'argent. Donc, avec les Américains. Et il s'est acheté une maison, une grande maison dans laquelle il y avait des soldats américains stationnés à Annaba. À Annaba, effectivement. Okay. Oui, donc, il y a eu un genre de débarquement des soldats américains durant la Seconde Guerre mondiale. Absolument. D'accord. Vous allez retrouver ça dans les livres d'histoire. Mm-hmm. Et puis, peut-être à l'époque, on ne le savait pas, mais par la suite, comme je te dis, l'histoire d'Algérie, elle continue de s'écrire. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas encore dépend de cette histoire. Et donc, il s'est acheté cette maison à Mhad al-Baghdadi, dans un petit quartier populaire, où il a hébergé, je dirais, presque une dizaine de familles. Chaque famille avait une chambre, avec une cour commune, des toilettes communes. Et puis, eux, ils habitaient en haut, avec une terrasse. Tout le monde avait droit à cette terrasse. Et moi, je vois encore, quand je pars pendant mes vacances, je vais chez ma grand-mère, qui était encore vivante. Je me rappelle d'elle. Après avoir fait sa galette sur la terrasse, sur une tabouna, elle va aller sur la terrasse, tirer ses cheveux au soleil et tout ça. Donc, ça représente un peu la même vie qu'on voyait dans cette série télévisée. Et puis, la maison de mon grand-père, elle n'existe plus maintenant, malheureusement. D'accord. Elle est partie en ruine. Et là, je garde encore dans ma tête, avec ce feuilleton, ça me permet de revoir. En tout cas, avec toi, tu nous fais renaître cette maison et toute cette vie. Et c'est là où je suis né. Ah ben. C'est dans ce quartier de la maison de Annaba. Mais sur mes papiers, on m'a enregistré à Akbou. C'est ça. Voilà. Oui. Voilà, on ne le dit à personne. Farid, dans ton livre... C'est pas écrit dans le livre. Non. Dans ton livre, ce qui frappe dans ton récit, c'est la force des souvenirs. Certains détails semblent encore très présents, presque intacts. As-tu l'impression que tu conserves fidèlement le passé ou que tu le transformes avec le temps? Vous savez, quand moi je vous ai dit, on a parlé de mémoire tout à l'heure. La mémoire, elle est infaillible. La mémoire, elle est encore fraîche. La mémoire est encore vivante. Cette mémoire-là, souvent, le moment le plus propice de la journée, c'est le matin très tôt. Elle est encore impeccable. Des fois, ça roule à une certaine vitesse. Je perds le sommeil et les idées se succèdent. Donc, je remonte, je retrouve toujours ce passé-là qui me hante encore. Il suffit que des fois, parfois, je suis installé devant ma télévision, devant une chaîne de télévision algérienne. Je regarde et je commence à pleurer tout seul.
Ma conjointe souvent me reproche ça. Elle me dit, qu'est-ce que tu as, Farid? Parce que j'ai écouté... À ce point. À ce point, je suis très sensible Mhm. à tout ce qui est de culture algérienne, que ce soit des chansons, de la musique, des livres, Mhm. des souvenirs aussi lointains soient-ils que je vois à travers un film. Vous savez, une fois, je ne sais pas si vous vous rappelez ou si vous connaissez, je vais essayer de me rappeler de l'animatrice d'une chaîne M6. C'est pas Bouillon de culture de Bernard Pivot, mais par contre, c'est une psychologue qui passait des auteurs, des chanteurs français. Une fois, elle a fait une compilation. Je vous jure, je suis resté pendant 2 heures. J'ai pas bougé parce que ça me rappelait une chanson, les paroles d'une chanson vous rappellent tant de souvenirs. On parlait tout à l'heure de cette culture française qu'on nous a transmise, tous les chanteurs français. Ah, d'ailleurs, Aznavour, je lui ai pris une partie hier encore dans le titre. Oui, mais c'est ça. J'ai pensé qu'il y avait un lien, j'ai pas toutes les personnes qui le lisent, qui me disent « Ah, hier encore, j'avais 20 ans. » C'est ça le but, un peu pour se rappeler, se ressourcer. Oui. Il y a aussi Daniel Guichard, il y a aussi Charles, il y a, comment il s'appelle, Joe Dassin, il y a... Et puis, une suite de chanteurs, mais c'est de la bonne chanson. Je dirais, c'est de la poésie. Daniel Guichard, par exemple, je me rappelle quand avec ma tante à Annaba, elle prenait un chalet l'après-midi au moment de la sieste, j'écoutais Daniel Guichard. Vous savez, j'ai la chair de poule quand j'écoute. D'ailleurs, si tu me rappelles, Daniel Guichard, il a une très belle chanson, hommage à son père, intitulée Mon vieux. Farid, dans ton livre, on sent que l'enfance n'est pas seulement une période de la vie, c'est une matière vivante, encore très présente en toi. Certains souvenirs d'enfance sont très vivants, presque sensoriels. Je pense notamment à Hydra, ce beau quartier d'Alger, sur les hauteurs d'Alger, précisément la rue Djmila, lorsque tu as accompagné ton frère Youssef à la clinique avec cette odeur de beignet qui flottait dans l'air. Pourquoi ces détails restent-ils si présents? Je me rappelle aussi quand il m'emmenait regarder les matchs au stade de Parc d'Hydra. Je me rappelle aussi quand il m'emmenait regarder des parties de tennis où il y avait les Boudjemlin à l'époque qui sont devenus des champions de tennis connus mondialement. D'ailleurs, il y en a un qui entraîne ici à Québec. Ouais, il y a Kamel et Jamal. Un était avec moi à l'école. Boudjemlil. Boudjemlin. Ok. Boudjemlin, Jamal et Kamel. D'accord. C'est des champions. Jamal, il nous ramenait des balles. Des balles parce qu'il habitait juste derrière le terrain. Mais il y avait des Français à l'époque encore. C'était pas encore. Il n'y a pas eu le passage d'armes encore. C'était dans les années, je dirais, 64, 65. C'est très loin. J'ai des souvenirs d'Hydra. Cet été, quand je suis parti avec Ariles, d'ailleurs, j'ai pris une photo du couloir. J'ai pris le couloir de l'immeuble où on habitait, où j'étais poursuivi par un voleur d'enfants ou je ne sais pas quoi. J'ai vécu cet épisode. Donc, les souvenirs, ils sont encore ancrés. Je me rappelle quand on chassait les papillons, quand on jouait aux jeux de société de l'époque, à la toupie, aux jeux de bûchettes, aux jeux de cette famille. Les jeux de société à l'époque, il n'y avait pas de cellulaire, il n'y a pas de téléphone et tout ça. Il fallait se créer son loisir. Mais mon Dieu, comment c'était beau, c'était bon. Et puis Hydra, qu'on connaît maintenant, c'est les nantis qui habitent Hydra. Oui. Nous, on l'a habité bien avant ces nantis-là, on l'a connu. Quand mon père est arrivé en 62, il y avait des maisons, des villas vides. Vacantes. Il suffisait juste de rentrer et puis d'occuper les lieux. Des biens vacants. Mais ma mère a toujours refusé. Plutôt, c'est mon père qui refusait. Il avait cet orgueil. Il ne voulait pas aller... Considérant qu'il n'était pas permis. C'est ça. Donc, Youssef, c'était mon grand frère. Là, je me rappelle très bien de lui. Il m'emmenait partout où il partait. Alors, il m'emmenait faire mes vaccins à la clinique de la colonne Varol. Il m'emmenait au stade. Donc, c'était le bois de Boulogne, c'est pas là où il y a la présidence présentement.
avant, on pouvait avoir accès. Le La colonne quartier du Varol. Golfe, Le golfe, la ok. colonne Varol, il y avait une petite forêt là-bas. actuellement, El Moradia. El Moradia. Un peu Hmm. plus au-dessus d'El Moradia. D'accord. C'est ça. Alors, ce qui fait, ça reste encore vivant. Donc, je me rappelle encore de ça. C'est encore dans mes souvenirs. Ça reste chaud. Et puis, j'aimerais rendre hommage à l'un de mes meilleurs amis, Jamel, qui est médecin maintenant en France. À l'âge de 65 ans, je dirais 35, 40 ans plus tard, on s'est quittés quand j'ai déménagé d'Hydra. Je l'ai appelé. Oui. Je l'ai appelé. Je lui ai dit, il me dit, c'est qui? Je lui ai dit, c'est Nabil. Il me dit, je m'excuse, monsieur, je connais personne de ce nom-là, sauf un ami d'enfance. Il s'est rappelé. Oui, t'en parles dans Et le là, livre. je lui ai dit, beau. c'est la personne elle-même. D'ailleurs, je ne lui ai plus reparlé, mais j'aimerais bien le rencontrer encore une fois. Il m'a dit, quand tu viens à Alger ou en France, on pourrait se voir. Donc, c'est ça un peu Mais je mes vous le souvenirs. souhaite. Oui, merci beaucoup. Jamal, les copains et les parents. Le livre est une forme d'hommage, donc tu mets beaucoup d'accent sur la fratrie, c'est très important pour toi, Mhm. et aussi la camaraderie. Donc, La fratrie, moi, je vous dirais merci de me poser cette question aussi. Mes frères, pour moi, c'est des amis. Plus que des frères. Je ne sais pas si vous comprenez la nuance. Oui. Tout à l'heure, juste en venant ici, il y en a un qui m'a appelé. De temps en temps, l'autre jour du Ramadan, j'allais souper, il n'y avait personne. Il n'y avait ni Malik, il n'y avait pas Sabrina, il n'y avait pas Ndjima. J'étais tout seul. Je mets la table. Au moment de souper, schlac, il y en a un qui Ding m'appelle. dong. Allô? Eh bien, j'ai soupé avec lui à distance, même s'il est à 7000 km. Ils sont toujours présents. Ils sont présents avec moi. Saïd est parti. Mais Kamal, il reste, le psychologue, l'orthophoniste. Samy, c'est un polyvalent, c'est lui qui reste avec ma mère présentement. Ma mère, on n'en a pas parlé. C'est une... si j'ai un hommage à rendre à quelqu'un, c'est plus à mon père. Parce que ma mère est encore vivante. oui. Voilà, donc j'ai encore le temps, la chance d'aller la voir. On lui souhaite Voilà. longue vie. Voilà. Donc la fratrie, c'est très important. Et puis, mes cousins, c'est des frères. Bon, il y en a plusieurs. Tout à l'heure, vous avez évoqué des médecins et tout ça. Il y en a beaucoup. On reste toujours solidaires. Dans le village où on a grandi, enfin pendant les vacances, on appelait ça Dallas. On se retrouve. Jusqu'à présent encore, c'est un lieu de ressourcement. Nos parents sont partis, mais quand on se rencontre là-bas, tous ces souvenirs reviennent. Et on essaie de transmettre ça à nos enfants pour qu'ils perpétuent un peu la tradition. Ton cousin Zahir, avec qui j'entretiens de bons rapports, il me dit que dans votre résidence donc, de campagne, donc à Sidi Aïch, vous avez laissé un écrit sur un grand mur RFA au temps de la République fédérale d'Allemagne. Mais en réalité, c'est pour dire la République des frères Abad. Exactement. Non, on a laissé C'est bien ça. pensé. C'est très bien fait. C'est une fédération, effectivement. Maintenant, on est répartis un peu à travers le monde. Il y en a beaucoup qui sont partis un peu partout. Vous savez, les gens, ils voyagent, ils épousent d'autres familles et tout ça, etc. Mais il reste encore ce journal-là. Vous allez le trouver sur Internet. Ils ont fait une page. Hier, ils rendaient hommage, juste hier, à une personne qui venait de se marier. Donc, on est au courant à distance, là. Il continue à faire vivre un peu ce petit patelin. Mon oncle, l'aîné, Achour, c'était un sage, c'était un directeur dans ses fonctions, mais au village, chaque fois qu'il y avait un problème, on l'appelait pour le régler au niveau de la mosquée avant de faire intervenir la police. La police était là. Le conseil du village, il réglait toutes sortes de problèmes. Maintenant, je ne sais pas si ça se maintient, mais c'est dans cette ambiance-là qu'on vivait, dans ce petit village-là, Djenan de Chemilly. Voilà. Bien. En fait, pour faire suite, est-ce que tu peux nous faire la lecture du paragraphe en page 39 ?
bien sûr. s'il te plaît. Le quartier était animé, c'est ça? Exact. Le quartier était animé, mais comptait un nombre limité de commerces. 2 épiceries seulement y étaient installées. L'une, généraliste, appartenait au vieux monsieur Benzadi, tandis que l'autre, spécialisée en produits laitiers, était gérée par Mohand Ismail. Notre appartement, un 5 pièces, au 9e étage, offrait un panorama exceptionnel sur la baie d'Alger, s'étendant du port à l'ouest jusqu'à Cap Matifou à l'est. Nous avions le privilège d'admirer de spectaculaires couchers de soleil sur la Méditerranée. À cette époque, plusieurs de nos voisins étaient des coopérants étrangers venus de France, de Belgique, d'Égypte, de Syrie ou encore de Palestine, dont la plupart enseignaient dans les écoles et les lycées environnants. Très bien. Dans ton récit, Farid, les lieux ont une présence très forte. Ils ne servent pas seulement de décor, ils participent à la construction de ton identité, ton adolescence à la Cité Les Dunes, un quartier populaire de la banlieue est d'Alger, semble avoir joué un rôle important dans ton parcours. En quoi les lieux de ton enfance et de ton adolescence et ta jeunesse t'habitent-ils encore aujourd'hui? Tout à l'heure, j'ai parlé du quartier d'Hydra. Hydra, c'était mon enfance. Puis il y a un autre quartier que j'ai habité aussi, que j'évoque dans le bouquin, mais on a vécu dans ce quartier-là, Dial Djmaa, pendant 2 ou 3 années. C'était un passage à vide, je dirais, très difficile. Puis après ça, mon adolescence, je l'ai commencé au Dune. Et c'est là où j'ai appris plein de choses. Mon adolescence, c'est là où j'ai connu, un peu de censure, mes premiers amours. Parce que c'est tabou. Tu l'évoques dans le livre avec beaucoup d'audace. Beaucoup d'audace et de gêne aussi, parce que c'est très sensible. C'est très tabou Ouais. en Ça l'est Algérie. toujours aujourd'hui. Je ne sais pas maintenant, peut-être on est passé à autre chose, mais à l'époque, c'est difficile de parler de ces choses-là. Je parle de l'école, du CEM, je parle de mes camarades, de mes copains de classe, avec les professeurs qu'on avait à cette époque-là, des professeurs d'anglais, d'arabe. Je me rappelle encore comme aujourd'hui de M. Azoula qui nous enseignait le français, qui m'avait donné une fois une gifle, je me souviens. Elle résonne encore aujourd'hui. Elle résonne encore dans mon oreille. Effectivement, parce que je n'ai pas appris ma leçon sur les dinosaures ou je ne sais pas quoi. J'étais assis juste devant. Okay. Et puis, personne n'avait appris sa leçon ce jour-là, mais c'était moi qui étais devant. C'était une leçon qu'il fallait... La leçon, c'était tu te rappelles des dinosaures ou qu'il fallait en fait t'asseoir au fond de la classe? Je ne sais pas, mais bon, ça m'a réveillé, ça m'a marqué, ça m'a donné plus d'énergie pour aller... Puis les dunes, j'aimerais évoquer le nom d'une certaine... la dernière fois, mon frère, il me parlait quand on parlait de ce livre-là, il m'a parlé d'une voisine qui était là, qui est devenue une grande journaliste algérienne, Rania Moufouk. Oui. Là, quand elle a entendu parler du livre, elle l'a immédiatement, elle l'a commandé parce qu'elle est très prospère dans la presse algérienne. Elle fait des événements aussi en France et tout ça. Mais quand elle a su que ça parlait des dunes, elle lui a dit « Je veux l'acheter, je veux savoir, je veux lire un peu. » Parce que quand je raconte le quartier de Dial Djmaa, comment est-ce qu'on s'organisait les jeux? Vous savez, on descendait à 4 heures du matin faire du footing. Ah, wow. On n'avait pas d'entraîneur. On aimait ça. Des fois, on se fait suivre par des hordes de chiens. Mais on s'entraînait avant d'aller à l'école. Personne ne nous... L'école commençait à quelle heure? Elle commençait à 8h30, je pense. 8h30. Ce que je garde en souvenir, on avait un groupe de jeunes. J'en ai nommé pas mal. Oui. Chacun avait une particularité de ses copains, mais on avait une équipe de soccer. Derrière notre immeuble,
Oui. Il y avait des stades, il n'y avait pas l'autoroute, il n'y avait rien de tout Il y ça. avait beaucoup plus des champs. Il y avait des champs, Ouais, exactement. Il y avait un monsieur, il avait une ferme exact. un ami, Qui en parle, Gaga. Gaga. Gaga, Ouais. c'est un ancien joueur, un gardien de but Oui. d'Angleterre, je pense, un truc comme ça. Et la ferme, le monsieur, il a résisté longtemps pour qu'on ne la lui enlève pas. Et puis Oui. finalement, l'autoroute est passée. Oui. Mais avant, il y avait des terrains de soccer à ce niveau-là. Et là, on jouait des parties de soccer. Vous l'avez surnommé Gaga en référence au footballeur anglais, mais c'était un compatriote algérien. Un compatriote algérien, exactement, un bon voisin. D'ailleurs, il est toujours en vie. De temps en temps, je le croise au quartier quand je descends à Alger. Mais leur maison n'existe plus. Malheureusement, ça a été rasé. Moi, c'est tout un... Ouais, c'est ça. Par contre, les arbres se maintiennent toujours. Ils sont Une là. lignée de cèdres, ils ont Exact. résisté, vrai que Exact. vrai. Ouais. L'école aussi. L'école, ils l'ont rénové. Rebâti, ouais. Voilà. Et puis, il y a des immeubles qui ont poussé à la place des arbres. Oui, bien sûr, La bien cité sûr, des nécessairement. 600, ouais, c'est ça. Mhm. Mais ça reste quand même, ils ont planté des arbres, ils ont un certain mode de... Bien sûr, on rappelle qu'on est proche de la mer Méditerranée, on est pratiquement à 1 kilomètre de la côte et dans le prolongement, il y a quand même de beaux aménagements qui ont été faits avec des hôtels de qualité. Et la grande mosquée. Et la grande mosquée, qui est juste à la côté. toute dernière, Jama' al-Jazair. La troisième mosquée au monde. Exactement, de par l'architecture, c'est un chef-d'œuvre, effectivement. Absolument. C'est tout. Ouais. Et je rajoute une chose, c'est que ce quartier est situé proche d'un campus universitaire dans lequel on retrouve l'école polytechnique, l'école de vétérinaire, l'Institut national d'agronomie. Ouais. Et il y a aussi l'université de Bab Zouar. Pas loin dans le prolongement, l'université de Bab Zouar et le grand institut d'informatique de Ouatzimar. Exact. Et ce qui est un grand atout pour la jeunesse que nous constituons à l'époque pour justement profiter de cette offre d'instituts universitaires de niveau supérieur. En tout cas, l'université, que ce soit l'université d'Alger, Bouzaréa, Benaknoun, il y a plein d'autres instituts ont formé je dirais des milliers d'universitaires, de cadres. Malheureusement, une bonne partie sont partis à l'étranger, pour des raisons chacun... Comme nous tous. Comme nous tous, voilà. Je trouve ça un peu malheureux, mais on a bien hérité de cet enseignement dont tu parlais tout à l'heure, gratuit, qui était très riche en enseignement. Farid, ton livre s'inscrit aussi dans une époque, avec ses références, ses lectures, ses musiques, son imaginaire. Tu évoques aussi les années 70, les séries télé américaines, les bandes dessinées, les romans d'aventure et les lectures qui ont nourri ton imaginaire. Quelles ont été les grandes influences culturelles ou intellectuelles de ta vie? Et qu'est-ce qui t'a nourri comme lecteur, comme penseur, jusqu'à aujourd'hui? Tout à l'heure, j'avais évoqué cette période des années 70 où on avait accès à des magazines, en fait, des bandes dessinées. Quelques magazines, Salut les copains, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. C'est un magazine français où on voyait des musiciens. Destiné à un public jeune. Jeune, oui, exactement. Et puis, il y avait, à l'époque, vous saviez, maintenant, quand je regarde à la grande bibliothèque en matière de bande dessinée, c'est 2000 ou 3000 titres de bande dessinée. À l'époque, il y en avait, ça se comptait sous les bouts d'une main, les doigts d'une main. Et on avait une quinzaine de bandes dessinées, Pif, Bunny. Et qui circulaient beaucoup entre les mains. Il n'y avait pas de bibliothèque. La bibliothèque était virtuelle. Virtuelle, à l'époque, ça veut dire on se passait ça entre nous autres. Ouais. Et puis, ça roulait, ça faisait lire. Donc, il n'y avait pas de bibliothèque de quartier. Moi, je me rappelle peut-être il y avait quelques quartiers nantis, peut-être à El Biar, mais à Hydra, il n'y en avait pas de bibliothèque. Oui. Sauf que, donc, nous, on se passait ça entre nous autres. Il y avait des livres aussi, les bibliothèques roses, bibliothèques vertes. Oui, la comtesse de Ségur. Voilà, il y avait les cheese, les policiers, les romans policiers, les cheese. Les polars noirs. Et c'est là où j'ai commencé à lire beaucoup de ces romans-là.
Puis en matière de musique aussi, je vous le disais, ça m'a bercé pendant toutes ces années-là, toute la chanson française surtout. Il y avait la chanson aussi, les chansons andalouses, berbères, chabi, je les ai apprises bien après. C'est quand je suis rendu à l'âge d'adolescence, c'est là où on a commencé à connaître ces musiques-là. Mais dans mon enfance, c'est plus la musique française qui était encore, qui excellait. Voilà, donc ces repères-là, ce sont eux qui m'ont façonné un peu, qui m'ont donné cet élan, qui m'ont donné ces connaissances, ces premières connaissances, pour que je puisse aller chercher un peu plus dans les années, c'est-à-dire par la suite, quand je suis devenu adulte, j'ai voyagé à Annaba, j'ai connu de la parenté, vous savez, une parenté exceptionnelle. C'est des maris à mes oncles, du côté de ma mère, à Annaba. Et c'est des gens avec lesquels, par exemple, je faisais des veillées funéraires où les gens ils vont venir se rencontrer. La venue funéraire, c'est un rassemblement et les gens, ils parlent de tout, sauf du décès. Oui, oui. Le mort, il est là. Bon, c'est pour les vivants. Et là, oui, mais j'apprenais avec eux autres. Il y avait le mari à ma tante qui habitait un quartier chic. À la place de ses enfants qui étaient encore jeunes, il m'emmenait. Oui. Avec des notables de Annaba, des commissaires, des trucs, dans des lieux où je goûtais à leur cuisine. Et il faudrait parler de cette cuisine-là, on n'en a pas beaucoup parlé, peut-être je ne l'ai pas évoqué. Elle est tellement riche, la cuisine algérienne, des quatre coins du pays. Ça va aller des soupes, du couscous, c'est plein de menus, des gâteaux. Même la qualité des aliments, et puis, c'est d'une fraîcheur incroyable. Et là, maintenant, ils font de la recherche, c'est-à-dire ils font évoluer ces plats. Tout à l'heure, Malik, avant qu'on vienne ici, sa maman nous a préparé des mhajab. Oui, c'est délicieux. Voilà, donc cette cuisine-là, on continue à la faire ici. Oui. Mais c'est quelque chose qui est ancestral, en fait. Vous connaissez le couscous berbère. Évidemment. Quand on l'évoque, c'est quelque chose, avec du piment, un peu de raisin, peut-être. Et bien arrosé avec de l'huile d'olive. Pour ne pas dire autre chose aussi. On peut l'arroser. Il y a ici des restos où ils offrent du rosé avec. Oui, c'est permis, effectivement. Tu peux l'accompagner avec du vin si tu souhaites. Voilà. Exactement. En fait, Farid, dans ton livre, il y a aussi quelque chose de très personnel, parfois de très vulnérable. Comment fait-on pour écrire sur soi sans se trahir, mais sans se cacher non plus? Voilà. Effectivement, il y a eu des passages où ça a été difficile. Heureusement que Katia était à côté de moi, parce que Katia me permet de m'ouvrir, d'exposer, puis de voir jusqu'où je peux aller. Quand je parle de mes cousines, c'est des amours. Quand je parle de mes premières copines, c'est des amours qui m'ont marqué, qui m'ont permis de connaître des choses. Je suis dans la gêne d'en parler parce que, comme je vous dis, c'est un peu tabou. Ça ne veut pas dire, ça n'enlève rien à Njima, qui est mon épouse actuelle, qui partage sa vie avec moi maintenant depuis presque 33 ans. Wow. Mais ces souvenirs, ils sont là. Ils ont une petite place dans notre profonde mémoire. Ça, c'est resté des amis. C'est des amis. Bon, elles ont eu leur vie. Il y a aussi, quand j'évoque, par exemple, ma mère avait quelques secrets. Je les ai appris que bien après, à l'âge de 60 ans. Comme quoi elle avait un premier mari. Oui. Et qui était une personnalité historique algérienne. Ah oui. Oui, vous tapez son nom dans Google et puis vous allez entendre des discours ce monsieur, il a évolué. Le grand bâtonnier. Oui. Voilà. Arsri Bouzida. Oui. Et il entretient des entrevues avec la femme Aboumedienne. Wow. Qui est encore jusque-là. Bon, donc... Mais juste de rajouter que, effectivement, donc, le grand bâtonnier Arsri Bouzida, qui a participé aux accords d'Évian en 61. Les années 60, 61. 60 et 62. Il accompagnait la délégation algérienne pour justement signer les fameux accords d'Évian
annonçant et ratifiant la fin de la guerre et l'indépendance de l'Algérie. Ouais. Eh ben, quand dans un voyage que j'ai fait en Algérie, j'en ai parlé, j'ai même enregistré, je l'ai fait écouter Katia. J'ai fait parler ma mère parce que ma soeur, elle voulait rien savoir. Elle m'a dit ne lui raconte pas cette période-là, ne la fais pas rappeler, on n'en a jamais parlé. Puis je me suis mis juste en face d'elle, un souper qu'on avait préparé. Je lui ai dit aujourd'hui, ça va être juste toi et moi. Et elle a commencé à parler, à me raconter. C'est un cousin à elle, puis avec lequel elle a vécu. Et je passe les détails quand vous On allez laisse lire, le soin au lecteur de d'aller découvrir cette histoire. Ouais. Bon, Ça a été difficile. ouais. Puis, je sais pas si... En Parce tout que, cas, dans ce que je comprends, l'écriture, elle peut réparer, apaiser, éclairer certaines tabous ou blessures. ouais. Je ne sais pas, mais cherches-tu à comprendre quelque chose de toute façon de ton passé pour régler cela et passer à autre chose? En fait, c'est ça que je disais tout à l'heure, c'est une thérapie. Quand on se met à raconter, quand on se met à retrouver ses souvenirs, c'est en fait comme une autothérapie, c'est ça. Hein. On va aller chercher, puis on va comprendre certains événements, certains faits desquels on n'a pas accordé trop d'importance quand on vivait dans le feu de l'action. Mais à l'âge de 60 ans, c'est là où on va découvrir qui on est et comment ce qu'on a vécu. Donc, quand je relate tous ces faits-là, c'est là où vous allez comprendre beaucoup de choses sur vous-même. Très bien, très bien. Maintenant, j'aimerais passer à un autre segment de notre entrevue qui a un rapport concrètement donc avec l'écriture. Si tu peux nous exposer ta façon d'écrire. Donc, tu as rendu hommage à Katia Abdelhadim qui est présente avec nous aujourd'hui, qui t'a accompagné dans cet exercice. Mais est-ce que tu peux nous parler d'une certaine routine ou une discipline? Tu écris le matin, le soir, tu écoutes une musique de fond, ou plutôt tu t'isoles dans un lieu plutôt silencieux. Voilà. En fait, effectivement, c'est tout un processus que j'ai découvert chemin faisant. Effectivement, Katia m'avait recommandé un titre, Comment écrire une autobiographie. Moi, je me suis documenté à la Grande Bibliothèque. En diagonale, j'ai lu 2 ou 3 titres là-dessus. Et puis, je vous ai ramené aujourd'hui, je vous ai montré... Le manuscrit? C'est vraiment un cadeau que Katia m'a remis. C'est le manuscrit, vous voyez. C'est... Rédigé à main levée. Voilà. Ouais. Qu'on peut faire circuler ici. C'est-à-dire, j'ai commencé à écrire sur des pages et des pages. Je pense qu'il y a une 50aine de pages. D'accord. Et puis, à un moment donné, Katia a eu l'idée donc, de créer un document DocWord et on se partage ça. Donc, j'ai continué à écrire par Google Doc. Les moments, je vous dirais, où les plus propices pour écrire, c'est souvent le matin très tôt. 4h, 5h du matin. Aussitôt. Hein. Ah oui, et ça bouillonne. Les idées, elles viennent, elles se succèdent. Et c'est là où je me lève, je vais commencer à Donc c'est de l'écriture automatique en fonction de ce qui t'inspire. C'est ça. Je ne sais pas si c'est la mémoire qui se libère parce que c'est le matin très tôt, donc c'est encore frais. Puis il y a d'autres moments, c'est les vendredis. Vendredi, il y a un café sur Masson. Rue Masson à Montréal. Oui, il s'appelle Ange. Je monte au 2e étage, je prends mon espresso, ma petite baguette avec quelques trucs, et puis je me mets à écrire. D'accord. Je me mets à écrire, et là, après, je communique avec Katia. On va se rencontrer dans quel endroit, dépendamment de sa disponibilité. Puis, on a fait des cafés, des bibliothèques, et puis c'est ça. On va se rencontrer, et là, on fait le point. Okay. Elle va me dire, Farid, tu te rappelles de la naissance de ton grand-père? Ah non, il me semble que la date, il faudrait que tu revoies ça. La maison de Mohamed Dib, la grande maison, est-ce que tu as des références?
Tu parles de Maître Bouzida. Est-ce qu'on peut le retrouver un peu Et puis, il y a comment est-ce qu'on appelle ça du montage de phrases. Il y a des expressions, c'est elle qui les monte. Ok. D'accord? Ah, la syntaxe. Non? Ouais. Oui. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, moi, j'écris une phrase et puis elle trouve une tournure pour la raconter. C'est un style que Est-ce qu'il y a eu des passages qui seraient plus difficiles, où tu as réécrit, où tu as repris un peu plus que d'autres? Écoutez, le premier plan qu'on avait adopté, la généalogie, et puis on va raconter tel chapitre. Il y a eu beaucoup de changements, j'ai enlevé. D'ailleurs, la généalogie à la fin, je l'ai mise tout à fait à la fin, comme une référence. Alors que c'était au départ le point de départ. Le point de départ. Je voulais parler de mes grands-parents d'abord, après parler de moi-même. Et finalement, on a changé tout ça. Et puis, on a fait ces chapitres-là. Peut-être, voilà, il y a des choses qui manquent. Peut-être, c'est sûr qu'il y a des choses, des pans d'histoire qu'on a oubliés ou que j'ai oubliés, que j'ai pas mis. Mais l'essentiel a été dit. Est-ce que ça, moi, je me demande, est-ce que ça a été un moment de communion familiale? Est-ce que vous en avez parlé? Est-ce que ça a rapproché est-ce que ça vous a rapproché de certaines personnes peut-être avec qui vous avez perdu un peu contact? Ça a été quoi l'effet en fait Écoutez, il y a d'abord un souvenir, il y a 2-3 années de ça, je suis parti en Algérie en vacances. Et puis il y a un cousin qui est parti, c'est un ophtalmo, maxillofacial. Il est parti faire du bénévolat à Timimoun. Et on a fait le voyage ensemble en voiture. Timimoun dans le sud algérien. Le sud algérien. Pendant une semaine. Du désert. Ouais. Lui, il faisait du bénévolat, moi, je me promenais. J'en avais C'est bien. Et puis, c'est pendant ce voyage-là, on a beaucoup parlé. On a parlé de ses souvenirs. Mais je lui ai promis, je lui ai dit, j'espère un jour écrire l'histoire de notre famille. Et voilà, finalement, l'histoire, elle est là. On y est. Et puis cette histoire, elle n'est pas juste pour ma famille, mais c'est pour tout le monde, pour mes amis. J'avais évoqué mes enfants, mes amis, mais le citoyen québécois aussi, il va se retrouver. Certainement, on va partager on va avoir des points communs parce que ceux de ma génération, on a vécu les mêmes, pratiquement, des histoires. Ici, le Québec, ils ont eu la révolution tranquille dans les années 70. Nous, on a eu des révolutions. Pas si tranquille, par contre. Pas assez tranquille, les nôtres, elles ont été plus bruyantes. Justement, Farid, au fond, effectivement, comme tu le dis, au-delà de l'histoire personnelle, ton livre touche à quelque chose d'universel. Le temps qui passe, ce qu'on garde, ce qu'on perd, ce qu'on transmet. Qu'aimerais-tu que les lecteurs retiennent en refermant ce livre? Eh bien, moi, je pourrais situer ça en 2 points. Ce que j'aimerais que le lecteur garde, c'est de savoir d'où on vient. La chanson de Corneille. L'importance de connaître d'où on vient. La chanson de Corneille. Ah oui. Ça me fait penser à ça. Et puis, on vient et comment on vivait aussi à une époque. C'est la photo là la métaphore que j'ai utilisée, c'est sûr que nous, on a vécu à cette époque-là. Vous savez, je vais vous raconter une petite anecdote. La semaine passée, j'ai animé un atelier à la Grande Bibliothèque. On appelle ça l'entraide numérique. On reçoit du monde et puis pour toutes sortes de problèmes technologiques, livres électroniques, tablettes, etc. Puis moi, d'habitude, je ne travaille pas avec ce comité depuis une année, je fais autre chose. Mais cette fois-ci, pour remplacer un collègue, là, on me donne 3 usagers. 2 dames québécoises et un Algérien. Qui s'appelle, je ne cite pas son nom. Là, j'ai dépanné la première dame et puis elle a eu un téléphone, elle est partie. La deuxième personne, je lui ai montré, je lui ai dit au monsieur l'Algérien, je lui ai dit, patiente juste un instant, je finis avec Donc, j'ai dépanné la dame. Sais-tu quoi? Le monsieur, c'était un Algérien, il m'a dit, en arabe, vous êtes Algérien? Je lui ai dit oui. Vous savez, on a passé presque 15 minutes à parler que d'Algérie.
il pleurait. Mm. Quand je lui ai évoqué des chansons de Mm. musique, des acteurs algériens, des films algériens, Mhm. il m'a dit, vous me faites du bien, monsieur, combien vous me faites du bien. Alors je lui ai dit, vous allez lire mon livre. Oui, 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 tout à fait, certainement. Il m'a dit, c'est certain que je Mais il y vais a une l'acheter. forme de pudeur, hein, je Ouais, trouve. Et ouais. moi, j'ai trouvé que c'est ce que j'ai apprécié dans la lecture de ton livre. Je trouve qu'il est nécessaire de par ça, c'est de partager, de mettre des mots sur des réalités qui... bon, moi, je suis dans ma vingtaine, donc j'ai pas vécu. J'entends, j'en parle avec mes parents, mes grands-parents, mais je trouve que il y a une forme de pudeur. Et d'ailleurs, ma grand-mère, elle me le dit, je suis contente que tu me poses des questions sur mon grand-père, mon vécu, parce qu'en fait, par moi-même, j'en parle pas, j'aurais pas cette volonté-là. Ouais. Donc je pense que ça rejoint Ben, ça. j'espère que ça va susciter la curiosité de tous les jeunes Mhm. vis-à-vis de leurs parents, Oui. pour connaître un peu, que ce soit ici au Québec ou en Algérie, Oui. ou de Tunisie, enfin du Maroc ou d'autres contrées, pour savoir d'où... C'est très important de savoir de ce qu'on vient, parce que on a tous une identité. Oui. Nous, la nôtre, elle est trimillénaire, comme je disais tout à l'heure, mais les autres aussi, elles devraient être intéressantes. Oui. Écoutez, j'arrête pas de dire aux gens, quand on vient ici, c'est pour connaître aussi d'autres cultures. Et c'est ça qui est un peu intéressant ici au Québec, c'est de croiser toutes ces cultures. Et j'espère que chacun trouvera quelque chose d'identique ou bien s'inspirera un peu de nos expériences. Absolument. De toute façon, Merci. à des idées et des ailes, il y aura une seconde rencontre au mois d'avril avec un compatriote d'origine algérienne qui a écrit son premier livre autant que comme toi. Et c'est toujours intéressant donc de faire la promotion de ces auteurs qui osent écrire. Et c'est toute une expérience justement qui passe par différentes façons, soit via un éditeur. Justement, on n'a pas parlé des éditions Le Panthéon qui a accepté l'édition de ton livre. Ouais, mais ça, c'est un des, disons, des obstacles un peu dans la publication Oui. d'un récit. C'est de passer entre les mailles des filets, comme on dit. Parce que quand j'ai envoyé ça à des éditeurs du Québec, d'Algérie, de France, quelques-uns, en fait, quand je lis sur Google et tout ça, les suites à donner ou les réponses que j'ai reçues, on reçoit beaucoup de demandes. C'est-à-dire les maisons d'édition reçoivent beaucoup, ils font un tri. Évidemment. Ils font un tri, ils me disent la plupart du temps, on va vous répondre dans 6 mois, d'autres dans 1 année, peut-être que ça va prendre plus de temps, peut-être on vous répondra à jamais. Moi, ce qui s'est passé, donc j'en ai choisi, je dirais, une vingtaine de maisons d'édition. Je vous le dis, hein, c'est de l'aéroport que j'ai envoyé, j'avais un moment d'attente. J'ai envoyé ça, rendu à Alger. Je vous dirais, dans la semaine, les éditions Panthéon, c'était les premiers à m'avoir répondu. Incroyable. J'ai reçu des réponses de maisons d'édition algériennes, du Québec et Félicitations, c'est Et un de très France. bel accomplissement. alors, ils m'ont dit, Oui. pourquoi est-ce que vous nous avez choisis? La grande question. Je leur ai dit, vous êtes les premiers à m'avoir répondu et j'ai décidé donc d'aller de l'avant avec vous autres. Voilà, c'est comme ça que... Maintenant, pour les personnes qui veulent aller se faire éditer, je le souhaite bonne chance parce que effectivement... C'est un parcours du combattant C'est parfois. un parcours du combattant. Je ne sais pas, peut-être le bon moment et le bon sujet aussi, hein, ça dépend. Il y a un ensemble de paramètres, je pense, qu'il faut prendre en considération pour arriver à se faire publier. Ben, merci de l'avoir écrit. Moi, j'ai beaucoup apprécié lire ce livre. Merci, Lina. Oui. Avant de conclure, on arrive à la fin malheureusement. J'aimerais te poser une dernière question. Ton livre parle beaucoup de mémoire, de ce qu'on tente de préserver avant que le temps n'efface les contours. Si tu ne pouvais garder qu'un seul souvenir vivant, un seul, lequel choisirais-tu? Moi, c'est le souvenir de mon père. Ami Mohamed. Ami Mohamed, au-delà de mon père.
c'est un personnage. C'est quelqu'un qui m'a... Vous savez, il n'a pas été à l'école. C'était un berger, mon père. Mais il a élevé 9 enfants avec un seul salaire. Il a réussi à les nourrir, à les habiller, les éduquer. Mais c'était quelqu'un de très, je dirais, jamais il nous a frappé, par exemple. Chose que ma mère nous faisait avec ce qu'on appelle la cravache. C'est oui. Très populaire dans la culture même française, le martinet, là. Parce que on passait plus de temps avec elle. Lui, il sortait le matin, il rentrait le soir. Mais mon père, c'était un sage. C'était quelqu'un qui était très apprécié de beaucoup de monde. Et puis, j'aurais aimé qu'il reste encore vivant pour qu'on puisse faire des choses. Je l'ai fait venir ici. Oui. On a été jusqu'en Gaspésie. Il a dû aimer. Il a adoré. Il a adoré. En voiture Pardon? En voiture? Avec la vanne, ouais. Waouh, c'est 10 heures, je crois. Non, c'est long. Oui, mais bon, il a aimé ça. C'est ça. Donc, c'est un très bon souvenir que je garde de lui. La fratrie, j'en parlerai pas plus. On reste toujours en contact avec mes frères, mes amis, mes collègues de la grande bibliothèque. J'en ai pas juste à la grande bibliothèque, mais là où je suis passé, je garde un bon souvenir d'eux. Peut-être je vais parler d'eux dans mon prochain titre. Très bien. Lina, oui. Un dernier mot. Qu'est-ce que tu aimerais rajouter? Qu'est-ce que j'aimerais rajouter? Je pense que moi, une des choses que j'ai beaucoup appréciées aussi dans le livre, c'est le fait que ce soit des petits chapitres. Ça fait en sorte qu'on peut les lire très facilement le matin, le soir, entre 2 cours pour ceux qui sont étudiants. Le temps d'un vol. Oui, exactement. Et ça, je crois que ça fait en sorte qu'on peut même le lire dans le désordre. Ouais. Moi, je me suis octroyé ce droit. Parfois, j'ai lu d'autres chapitres, je me dis, c'est intéressant ça, et je suis revenue après. Donc, j'ai trouvé que c'était un livre vraiment qui est très honnête, qui est très authentique. Je n'ai pas trouvé aucune prétention. C'était vraiment... on dirait carrément que tu me le lisais un peu à l'oreille. Donc, moi, je le conseille vivement comme lecture. Et je te remercie de l'avoir écrit. Merci aussi d'avoir participé. Merci pour tous tes compliments. Merci. Et je remercie aussi, si c'est le moment de... Est-ce qu'on conclut? J'aimerais remercier Morad pour... Oui. Pour tout ce travail-là de moine. Hein. Je pense qu'il a fait un très, très bon travail. Ainsi que l'équipe qui m'accompagne, Jamila, Yasmine, Lina, exact. Et bien sûr Katia qui t'a accompagné dans ce bel ouvrage. Et Malik qui m'a accompagné aussi, puis Samir et ton fils. Voilà. Très bien. Et tous nos auditeurs aussi, d'ici et d'ailleurs. Nos fidèles auditeurs, effectivement, d'ici à Montréal, au Québec et d'ailleurs. Et d'Algérie et d'ailleurs de par le monde. Farid, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui pour parler de ton livre. Je rappelle le titre « Avant que j'oublie ». Hier encore, paru en 2026 chez les éditions du Panthéon en France. Merci également à tous nos auditeurs et auditrices de votre fidélité. Et si vous aimez les livres qui interrogent la mémoire, le temps, l'exil et la transmission, nous vous invitons à découvrir cet ouvrage. Et où est-ce qu'on peut se le procurer ? Écoutez, Renaud Bré, Amazon, pour les gens qui n'ont pas de problème avec Amazon. Mais sinon, chez Renaud Bré, vous pouvez le commander. Très bien. Ou d'autres librairies, dans les comme librairies les coopératives des universités ici à Montréal. En principe, il est prévu, mon distributeur, de le distribuer dans tous les pays francophones. Donc, en Algérie, je ne sais pas s'il est encore arrivé, mais c'est ce qui est prévu en principe. Super. Très bien. Et puis, bonne chance pour la suite. Merci. Au revoir.